Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Alain Decelle, un stratège martial. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Stratégie martiale. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui est un professeur que je suivais déjà dans mon adolescence. Il est à la base du Jeet Kune Do. Il a vraiment suivi la voie de Bruce Lee. Et donc dans ce podcast, on aborde son parcours, mais il a plein d'histoires. Il a vraiment, c'est un vrai baroudeur des arts martiaux, des sports de combat. Il a combattu dans des compétitions. Il y avait très peu de règles, dans des conditions vraiment difficiles. Donc voilà, pour tous les passionnés d'arts martiaux, de sports de combat, ça va être un podcast hyper inspirant et avec aussi un aspect stratégie, puisque c'est quelque chose sur lequel il s'est spécialisé. Comment réussir à battre quelqu'un qui est plus fort que soi en utilisant des stratégies. Allez, je te laisse écouter ça. C'est parti. Merde. Now, this is the moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte. Hello Alain. Go. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Effectivement, écoute, c'est un plaisir partagé à nouveau. Bah oui, on avait fait Voilà ça. ce qu'on disait avant de commencer. Là, on avait fait une interview tous les deux. À l'époque, on n'appelait pas ça podcast, mais en fait, je me rends compte que j'avais déjà un peu commencé une sorte de podcast à l'époque que j'ai pas fait perdurer, mais j'ai fait quelques interviews avec différentes personnes, mais pas beaucoup. Donc c'est marrant maintenant de voir qu'en fait ce format intéresse beaucoup de gens. Les gens, ils aiment beaucoup ce format, et c'est vraiment l'occasion d'avoir une conversation, et pour les gens qui te connaissent ou même qui te connaissent pas, en fait de te découvrir plus profondément. Donc on va parler de ton parcours un peu dans les arts martiaux et tout ça. Mais toi, aujourd'hui, tu vis au Canada, et aujourd'hui, tu es à Paris pour la sortie de ton livre Stratégie martiale, aux éditions Amphora. Exactement. Alors, tu vas nous dire un petit peu justement qu'est-ce que c'est que ce livre, pourquoi tu l'as fait, pour que les gens ils sachent un petit peu l'histoire déjà du livre avant de parler de ton histoire à toi, mais ça va sans doute peut-être entremêler tout ça. Oui, oui, absolument. La stratégie, moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Je dirais que ça m'a sauté aux yeux quand je faisais de la compétition, parce que j'ai commencé par le kung-fu, mais je suis rapidement tombé en compétition en fait. Puis je suis allé rapidement en Hong Kong aussi, donc à partir de ce moment-là, j'ai rencontré des gens sur la boxe thaïlandaise et puis le free fight. On appelait ça le free fight à l'époque. Il n'y avait pas le sol, mais bon, c'était du combat libre. Voilà. Donc j'ai rapidement rencontré des gens bien meilleurs que moi. Et puis j'avais également des sparring partners qui étaient très forts en fait. J'étais moi-même le sparring partner de grands champions, Cunningham, Pascal Leplat, etc. Donc j'ai toujours eu en fait des gens, je dirais très très puissants en face de moi, beaucoup plus rapides, mieux classés, voilà. Donc ça m'a poussé, le danger en fait de les rencontrer m'a poussé à aller chercher d'autres outils, d'autres moyens pour essayer de sortir mon épingle du jeu en fait. D'accord. Voilà. Tout est parti de là. Ils étaient meilleurs que toi techniquement ou physiquement, les deux. d'expérience, les deux. Voilà. Tout quoi. Mieux classé. Cunningham était à l'époque, je crois, 7 fois champion du monde de kickboxing. Il a dû l'être une fois de plus après moi. Donc on jouait pas du tout dans la même cour. Vitesse, déplacement, force de frappe, coup d'œil, lecture de ce que je faisais. C'était l'enfer. De mon côté, c'était complètement l'enfer. Voilà. Mais en même temps, comme j'avais la capacité justement de bouger assez vite par rapport à mon poids, je représentais un intérêt pour eux pour travailler avec moi en fait, et c'était ça la proposition. Donc on pouvait travailler ensemble, faire des rounds, et puis s'améliorer, et surtout se surprendre. Voilà, donc Cunningham, tu t'entraînais avec lui où ça? Alors c'était à Los Angeles. Los Angeles. C'était au Jet Center de Van Nuys. De Benny Urquidez. C'est ça ce que j'allais dire, Jet Center, c'est Benny Urquidez. C'est Benny Urquidez, oui. C'est le kickboxer invaincu de l'histoire des arts martiaux. Et t'avais l'opportunité de t'entraîner avec lui aussi ou pas, The Jet? Oui, absolument. Oui. Mais on avait fait un échange à l'époque. J'entraînais son équipe amateur le matin. Et lui m'avait accepté dans son équipe élite le soir. Donc on était tous en rangée. Il y avait Cunningham d'un côté. Il y avait des grands noms, quoi. On était choyés par le patron. Lui, il combattait encore, lui. Absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je me rappelle
Bah, moi, alors, bon, on n'a pas exactement le même âge, mais moi, c'est vraiment ma jeunesse aussi. Benny the Jet Urquidez. Je l'avais vu aussi dans des films de Jackie Chan. Oui, un peu plus tard. Plus tard, il jouait le méchant, mais ça m'avait fait drôle de l'avoir vu sur des rings. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, de voir des vidéos de quelqu'un, en fait, c'était pas si facile que ça. On voyait des photos, on lisait les résumés des combats. Mais tu vois, l'autre fois, j'écoutais un podcast justement de Joe Rogan avec Mike Tyson. Et il disait un truc, alors ça fait un peu vieux, mais il disait à l'époque, si tu ratais un match de boxe, t'avais certainement peu de chances de le revoir, en fait, de pouvoir le revoir dans ta vie. Il n'y avait pas de rediffusion, il n'y avait pas Internet, enfin, il y avait, tu vois, c'était hyper compliqué. Donc lui, il avait la chance, il disait Mike Tyson, d'avoir je sais plus, un ami de son coach qui avait toutes les vieilles bobines de tous les vieux combats de boxe et tout ça. Et il a étudié tous les boxeurs, il les a regardés sans cesse et sans cesse. Mais sinon, c'est vrai que... Voilà. Ah oui, tu ratais. Bah voilà. Et même moi, tu vois, tous ces gens-là, j'en ai entendu parler dans les magazines et tout ça, mais pour les voir bouger, bah c'était compliqué, tu vois. Fallait acheter des VHS de compétition, des trucs comme ça, puis t'avais des... encore, ouais. C'était quand même rare. Je me souviens, Ali Frazier, si on le loupait le dimanche après-midi, c'était déjà une rediffusion par rapport à l'horaire américaine. Bah, c'était fini. Ouais, voilà, ça repassait après, pas. T'avais 5-6 lignes dans un magazine, et encore. Mais c'est tout, quoi. Pour avoir les images, c'était jour J, heure H. À ce moment-là. Tu pouvais pas faire autrement, ouais. Et alors toi, donc, tu commences par le kung-fu en France. Quel style de kung-fu? Moi, j'ai commencé par le wushu, parce qu'en fait, c'était la seule chose disponible à l'époque. Moi, je cherchais absolument à faire ce que Bruce Lee avait montré, bien sûr, mais c'était impossible. Donc, mais il fallait commencer par un bout, en fait. Donc, n'ayant pas l'âge de m'en aller à l'étranger... T'avais quel âge quand t'as commencé? J'en ai 17. 17, oui. Et puis, j'avais rencontré un professeur de Viet Vo Dao, Vo Vietnam, précisément, une version assez militaire... Puis le gars avait commencé à me donner des informations, un petit peu m'entraîner, voilà. Donc je trouvais que c'était un petit peu bizarre, ça ressemblait pas à ce que faisait Bruce Lee. Donc oui, je faisais, mais quelque part je me disais c'est pas vraiment ça. Mais bon, voilà. Mais le problème, c'est on n'avait rien sous la main, rien de rien. Pour apprendre une technique, il fallait acheter Karaté Bushido. C'est ça. Voilà, c'est parce que sinon on avait. C'était pauvre. Hein, et c'est vrai que moi j'ai commencé, enfin. J'ai fait aussi du karaté quand j'étais petit, tout ça, mais pour moi, j'ai vraiment commencé à l'âge de 14 ans, même si j'ai fait des choses avant. Mais c'est-à-dire mon entraînement sérieux et la date à laquelle j'ai plus jamais arrêté de m'entraîner, c'est 14 ans. Et j'ai fait un an de wushu d'abord, et moi aussi, j'avais quand même toujours cette image de Bruce Lee, envie de faire comme Bruce Lee et tout ça. Et en commençant par le wushu, je retrouvais pas du tout ce que j'avais vu dans les films. Alors après, ce que tu vois dans les films, ça reste un film. Mais j'avais acheté le Tao du Jeet Kune Do, j'avais acheté son premier livre sur le Kung Fu, justement, là, je sais plus comment il s'appelait, un livre... Kung Fu, voilà. Et bon, je retrouvais pas vraiment, tu vois, et surtout ce qui me dérangeait à l'époque, c'était qu'on faisait... en tout cas, c'était comme ça, on travaillait les positions de Kung Fu, on travaillait les Tao et tout ça, et puis à la fin, on faisait des sparring. Et c'était plutôt donc du sanchu. Donc on mettait des petits gants, des petites mitaines, pas de percus, un peu comme dans des règles de Kyoku en quelque sorte, pas de percus de poing au visage, mais ça ressemblait plus à une forme de boxe en fait, tu vois. Et je me disais, mais alors pourquoi on passe tout le cours à faire des positions basses, des techniques et tout qu'on n'utilise absolument pas quand on combat, quoi. Ça m'avait dérangé. Moi, c'est ça qui m'a mené après vers le Wing Chun. Alors même si dans le Wing Chun, il n'y avait pas de sparring dans un premier temps, voilà, c'est par nous-mêmes, après on a fait des sparring et tout, mais au moins tu utilisais quand même tes techniques avec un partenaire, tu vois. T'avais une vraie... on comprenait pas tout non plus. Oui. Dire passer par des positions basses, c'est bien, ça renforce le corps, ça le forge aussi, ça forge le mental aussi à une certaine douleur, de la difficulté, des choses comme ça. Donc voilà, il y avait des intérêts, je dirais, indirects, des capacités physiques, etc. Voilà. Mais la liaison, effectivement, avec l'assaut libre n'était pas flagrante. Voilà. Donc pour nous qui voulions absolument coller à l'image de qui que ce soit, effectivement, il y avait un pont là qui se faisait pas du tout là. Voilà. Alors donc tu fais un peu de compétition en France en kung-fu ou pas du tout? Non, même pas. Même pas.
Comment tu arrives après alors à la compète? J'ai fait un petit peu. Bah, en fait, j'ai rencontré un maître chinois qui arrivait directement de Hong Kong, Mui Caillou, on en avait parlé dans notre précédente vidéo. Et lui avait évidemment un kung-fu effectif qui fonctionnait dans les rues de Hong Kong, puisqu'il faisait partie aussi un peu de l'équipe de Carter Wong qui, lui, formait la police de Hong Kong. Donc, les gars qui frappent d'abord et qui posent les questions ensuite. Donc, il fallait que ce soit effectif, son affaire. Donc, quand il est rentré ici, un Chinois, comment ça se fait qu'un Chinois vient parmi nous? Donc, certains professeurs de karaté n'appréciaient pas tellement qu'il y ait un kimono noir qui soit là. Donc, il avait reçu un peu de challenge, et puis dans les challenges, ça durait 1, 2, 3 secondes, terminé, dodo. Voilà. Donc je me suis dit, waouh, ce gars-là, il a un truc, ça fonctionne. C'était quoi comme style? Ah, c'était pas un style. Il n'y avait pas de style? Non, en fait, il avait vu ce que Bruce Lee présentait directement à la télévision, et il avait reproduit avec Carter Wong du trap, des entrées fulgurantes, voilà, l'amener au sol extrêmement rapide, et puis on est tout de suite disponible pour l'autre adversaire. D'accord. Donc un truc clair, net, sans bavure, pas de fioriture, pas de garde de départ, vraiment la rue, quoi. D'accord. Mais la rue version Hong Kong Street. Voilà. Ça déménage. Donc ça, c'était très bien. Puis là je ressentais un petit peu l'énergie que ça donnait. Et bon, donc j'ai collé avec ce gars-là. Et puis bien sûr, au bout d'un moment, il m'a dit, si tu veux, viens à Hong Kong, je te présente mon professeur, on passe un petit moment là-bas. Et la cerise sur le gâteau, si tu veux que ton voyage soit payé, frais, etc., t'acceptes un combat, on verra si on peut se trouver un petit combat de kung-fu, un petit quelque chose, qu'il y ait un promoteur qui te fasse venir, etc., pour alléger au niveau des frais. Parce que ça n'a rien à voir... mais ça n'a rien à voir, l'entraînement justement orienté, on va dire, je ne sais pas si on peut dire du coup self-défense ou combat de rue, et l'entraînement pour combattre sur un ring. C'est sûr. Il y a un côté sportif qu'il n'y a pas dans l'autre. Il n'y a pas non plus toujours l'aspect peut-être préparation physique. Toutes les capacités qu'il faut développer sur un combat qui dure. C'est ça. Et avec quelqu'un en face qui est là pour se battre et qui est prêt à se battre. Ce qui n'est pas du tout la même situation dans la rue. La donne, elle est complètement différente. Ah, c'est sûr. C'est pas du tout le même état d'esprit. Et du coup, il te propose comme ça... Et toi, tu dis OK. Là, ça faisait quelques années. Puis bon, je me débrouillais pas trop mal au sein de son club. Donc voilà, il m'a proposé de le faire. Ça faisait un voyage. Et quand on a 22 ans, on dit non rarement à un voyage. Voilà, surtout de l'autre côté de la planète. En plus, chez Bruce Lee, ça faisait juste une dizaine d'années qu'il était décédé seulement. Donc il y avait encore des photos de lui dans les rues. Le rêve extraordinaire, quoi. Pour un jeune de 22 ans. Oui. Et alors, donc, tu arrives là-bas. Comment tu as été accepté en tant qu'étranger là-bas? Ça s'est bien passé? Oui, pas bien, de friction, bien. Non, effectivement, non, bien. Il y avait assez peu de blancs qui venaient à l'époque. Il y avait eu quelques Hollandais. Je me souviens, Joe Prestia était passé. Mais très peu de Français. Vraiment très peu. Donc, on était un peu vus comme des extraterrestres, des gens qui viennent d'ailleurs, puis qui vont se faire manger tout cru, parce qu'en gros, c'était ça. Et donc, mais tu avais quand même un gabarit qui devait être bien supérieur au leur. Oui, après, ça dépendait des adversaires, mais c'est vrai que j'étais plus grand que les Japonais et que les Thaïlandais. Mais eux, ça ne les gênait pas du tout. Ils acceptaient des combats avec des gens qui avaient 6-8 kilos de plus. Ils avaient quand même mis en place des catégories de poids où ils disaient... Oui. Il y a quand même des catégories. Quand même. Tout à fait. Et donc vous combattiez dans... Il y avait des règles, je suppose, quand même, c'était pas... Oui, il y avait des règles. C'était quoi comme règles? Disons, il ne fallait pas aller au sol. Si on allait au sol, on ne continuait pas le combat au sol. Maintenant, coup de coude, coup de genou, projection, ça s'était autorisé. Le coup de tête, s'il n'est pas flagrant, on va le laisser passer. D'accord. Voilà, donc c'était quand même assez libre. C'était vraiment du libre debout. Voilà. Et avec des gants de boxe? Avec des gants de boxe, oui, des 8 onces. Petit. D'accord. Donc, quand ça touchait, voilà. Pas de protège tibia, de pied ou Pas de protège tibia, non, coquille, c'est tout. Protège dents, coquille. Dur, quoi. En 82, 82, 83. Donc, c'était un petit peu... On défrichait, on savait pas trop. L'art des coups de genoux et des coups de coude, on connaissait pas du tout. Donc, on savait que c'était dangereux. Donc, c'était vite fait. Entraîne-toi, tiens, je te prends 3 soirs, là, parce que ton combat, c'est la semaine prochaine. Donc, je vais te montrer ce que c'est qu'un coup de genou version thaïlandaise. Ah bon, ok, je découvre.
Bon, tu vois, quand... Mais si t'affrontais un taille Ben, qui lui avait grandi avec les coups de coude et les coups de genou, exactement. c'est une autre histoire. D'où moi, ma quête très rapide de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser, qu'est-ce qui va gêner ce gars-là. Voilà, donc la question de fond, c'est comment je peux le mettre dans l'inconfort de manière à ce qu'il ne m'élimine pas. Parce que, donc plutôt pas rentrer dans quelque chose de formaté, stéréotypé que lui va attendre. Quoi. Pas de comparatif sportif. Voilà, parce que c'est sûr que là, je fais pas le premier round. Donc très rapidement, je me suis dit, OK, face à un gars qui va me saisir, qui va envoyer des coups de genoux, qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai tout de suite pensé aux coups de coude, bien évidemment. Même si en coup de coude, ils sont quand même très, très efficaces, c'était plus facile pour moi d'accéder à une certaine compétence en coup de coude qu'en coup de genou. Ouais. Ça demande une mobilité du bassin, une souplesse des lombaires, etc. Donc pas facile du tout et surtout pas possible en une semaine, 15 jours, 3 mois. Ouais. Enfin, 3 mois encore à la limite. Voilà. Par contre, les coups de coude, beaucoup plus faciles parce que j'avais les épaules, enfin les blancs, en fait, ont déjà les épaules formatées pour la boxe anglaise. Donc les coups de coude, étant un demi-membre, ça passait sans problème. Alors que le bas du dos, non, c'était pas vraiment c'était pas simple. Surtout quand on est engagé dans le ludique, dans le combat, automatiquement, on va vraiment envoyer fort et on peut se blesser soi-même. Surtout quand on adopte des techniques que l'on n'a pas intégrées, acquises, digérées et restituées, je veux dire, de manière spécifique par rapport à son corps, on risque la blessure parce qu'on est on est aspiré dans la relation avec l'adversaire. Voilà. Donc les coups de coude représentaient beaucoup moins de danger. D'accord. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé sur un de mes Thaïlandais quand il a commencé à envoyer les coups de coude. Il m'a vraiment abîmé les côtes flottantes et rapidement, j'ai envoyé les coups de coude parce qu'il fallait interrompre en fait sa série de coups de genoux. Mais parce que les Thaïlandais, en général, ils ont, à âge équivalent, ils ont une expérience 20, 30, 50 fois supérieure à toi. Quoi. C'est ça. Je me souviens d'un jeune que j'ai pas eu en face de moi, mais je l'ai approché de près. 19 ans, 41 combats. Ouais. Et encore, c'est pas tant que ça. Il y en a qui, à 20 ans, ils sont déjà à plus de 200 combats dans les Thaïlandais. Mais bon... On jouait pas dans la même cour. Pas du tout. Hein. On était un peu... peut-être considérés comme des fous furieux, mais on allait un peu en terrain inconnu. Ouais. Pour voir ce que c'était, puis surtout voir et ressentir c'est quoi une préparation physique d'un combattant professionnel. Justement, c'est ça que j'allais te demander. C'est ça qui me motivait. Moi, je voulais voir qu'est-ce que c'était qu'un vrai combattant professionnel, le gars qui a pas mal, le gars qui sourcille pas, aucun signe au niveau du visage. Il prend un coup, un mauvais coup, il t'envoie un sourire. D'accord, voilà. Je voulais vivre ça, en fait. Pas seulement le raconter. Je voulais vivre cette chose-là. Mais fatalement, ça comportait un méchant risque. Bah oui. Et toi, comment à l'époque, du coup, vous vous prépariez physiquement? Alors, on était... on était un petit peu... va que je te pousse. Donc, on demandait à avoir une salle, on l'avait extrêmement rarement. Donc, souvent, on se retrouvait sur un plafond, sur une terrasse de building dehors. Ouais. Voilà, avec un gars assez corpulent, très gentil, qui nous tenait les pas hauts. Mais c'était ça, on était dehors. D'accord. Voilà, on mangeait pas toujours à notre faim non plus. Donc, on s'entraînait, mais dans des conditions épouvantables. Hein, en réalité, quand on regarde comment on peut faire maintenant... Ouais. Donc, le coach, c'était oui, tiens, t'as 15 rounds à faire, tu fais 5 de points, tu fais 3 de kick, tu fais 2 de genoux, voilà. Puis le gars, il s'en va. Puis, il revient 1 heure après, il demande si le travail est fait, et puis basta, on s'en va. Ouais. Ah ouais, non, c'était de l'amateurisme, mais c'était même pas de l'amateurisme. Voilà. Donc, on avait vraiment la niaque, en fait, la passion, et puis il fallait rentrer dedans, quoi. Voilà. Et t'es resté combien de temps là-bas? J'y suis allé sur 2 années complètes, 83 et 84. J'ai fait 3 séjours, je crois. Le plus long, c'était 4 mois pour mon premier taille. Parce que là, j'avais bien vu sur le séjour précédent qu'il me fallait du spécifique, il me fallait quelque chose de très fort. Donc, à la suite du premier séjour, quand je suis rentré en France, j'ai pris Dominique Valera pour les jambes, et puis l'harmonie pied-point, Pout Patnoy, évidemment, pour la spécificité Muay Thai. Donc ça, c'était essentiel. Si je voulais sortir vivant, il me l'avait dit, Patnoy, il m'avait dit, si tu veux sortir vivant, il faut que tu restes avec nous pendant un petit moment, là.
pour que tu te familiarises avec ce que c'est que la boxe thaï, parce que c'est un thaï en face. Ouais. Voilà. Et même si on est dans des règles un peu de combat libre, la spécificité thaï, quand tu vas voir arriver un middle, bon, si tu le vois, voilà. Donc du travail très très spécifique, très soutenu, donc une grosse préparation en France et ensuite 3 mois sur place. Et comment tu vivais là-bas niveau financier, comment tu te débrouillais? Mal. Ouais. J'étais allé avec un petit pécule financier que j'ai perdu rapidement dès la première semaine. Ouais. Donc, s'est retrouvé avec plus rien. Ce qui fait que mon coach et moi, il fallait qu'on ait une âme généreuse qui nous invite le soir pour dîner. Sinon, on ne dînait pas. Ouais. Donc, c'était une grosse galère. Pour obtenir un bol de riz et une orange. En général, je tournais sur un bol de riz et une orange par jour. Avec 5 heures d'entraînement, le footing le matin. Non, c'était... Il ne devait pas avoir de problème pas de problème de surpoids à ce moment-là. non, mais des carences en vitamine C, voilà, des choses au niveau santé un peu limite. C'est pas optimal du tout, ouais. Mais en même temps, ça forge. Parce que le mental, là... Oui. Ah ouais. Quand j'ai vu arriver mon Thaïlandais, ça faisait 3 mois, justement, que je mangeais pratiquement pas. Ouais. J'étais méchant. Ouais. Très, très, très méchant. Ah ouais. Alors, comment ça s'est passé, le combat? Très bien. Très bien. Je me souviens, le combat, en fait, la signature du combat, si je le gagnais, ça me donnait $3,000 Hong Kong. C'était en gros 3 000 francs français de l'époque. Ouais. Donc, 3 fois rien, quoi. Parce qu'une dent, ça coûtait ça, en fait, chez un dentiste. Ouais. Ça coûtait ça. Donc, mais avec cet argent-là, je savais que je pouvais me faire plaisir et je rêvais depuis un petit moment d'un plat de bolognaise dans un restaurant italien qui était en bas du logement où j'étais. Donc j'y passais tous les jours, et je me disais, je vais gagner ce combat, je vais avoir l'argent et je vais me payer ce plat de pâtes. Voilà. Tu vois. Donc voilà, c'était ça. Et en plus, je dirais 15 jours avant, je me suis blessé, je me suis ouvert le pied sur un morceau en acier, j'ai sauté... pour sauter un obstacle, et puis j'ai atterri en fait sur un morceau de métal qui m'a ouvert le pied, donc évidemment impossible de s'entraîner correctement, une semaine avec la jambe en l'air à rien pouvoir faire, donc là le mental très 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 dur parce que le combat approche, combat professionnel, je dirais, avec contrat signé, donc impossible de dire non, de faire marche arrière, ou alors ça nécessite un dédommagement au niveau de l'adversaire. Donc, il fallait vraiment y aller, mais y aller en se posant de sérieux doutes, là, parce que je ne pouvais pas marcher. Mais dans 15 jours, comment je vais faire pour sautiller dans le ring et puis faire mon travail? Dire, si là, je ne peux pas poser, parce que dès que je pose, j'ai le pied qui saigne. Moi. Ouais. Voilà. Donc, je suis resté une semaine avec le pied en l'air, avec une petite poudre magique chinoise, parce que même pas de point de suture, rien du tout. On a juste mis un bandage et ça s'est recollé comme ça. Et puis, le jour du combat, je suis arrivé armé mentalement, avec un physique moyen, mais un mental à tout casser. Et le gars l'a senti. Ouais. Dès que je suis monté dans le ring, j'ai tapé dans les gants et je l'ai défié tout de suite. Il y a eu un grand silence. Et après, les gens m'ont dit, mais c'était la première fois qu'on voyait un blanc qui n'avait pas... qui n'était pas craintif, en fait, et puis qui en demandait, justement. J'ai dit, mais j'avais faim, là. Au final, t'avais fait 4 mois en France et 3 mois là-bas, ça faisait 7 mois que tu te préparais pour ce combat, quoi. Oui, c'est ça, à peu près. Ouais, tout à fait. Donc là, mais fallait ça. Fallait ça, parce que toujours l'inconnu. Hein. On sait pas... on connaissait pas la gestuelle, en fait, de l'autre. Voilà. Donc, il pouvait faire un changement de jambe, passer à la garde inverse. Je savais pas ce que ça voulait dire. Un switch coup de genou, jambe avant, on n'avait jamais vu. Donc, je connaissais pas la portée d'un coup de genou, je connaissais pas... donc la possibilité d'être surpris. À partir de ce moment-là, tu te prépares pour sauver ta vie, en fin de compte. Voilà, tu te prépares pour tout, parce que tu sais pas dans quel registre le gars va travailler. Et c'est ça, la force de l'inconnu et le côté passionnant, c'est que tu es obligé d'y aller en défendant ta vie. À partir de ce moment-là, tous tes sens sont exacerbés, tu as ton potentiel maximal, et c'est là où il y a une énorme découverte de soi-même, absolument. Et ça c'est le chemin qui est très intéressant quand on s'expose à un danger de cette nature-là, je trouve. C'est ça qui est... puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui,
les gens ont plus de mal à mesurer en fait ce que c'est de pas avoir accès à toutes ces informations et la vidéo et tout ça, tu vois. Il y a un, je sais pas s'il est américain, mais je sais pas si tu connais Lawrence Kenshin, c'est un mec qui fait sur YouTube des vidéos d'analyse et tout ça. Et il avait fait une vidéo sur, alors je sais plus comment, grosso modo en français le titre ce serait le combat qui a changé l'histoire du kickboxing ou un truc comme ça. Et c'était Rick Rufus qui avait affronté non, un Thaïlandais. Je me rappelle plus le nom du Thaïlandais, mais un champion très fort. Et qui lui disait oui, mais c'était son premier combat qui n'était pas dans les règles du full contact avec donc des coups de pied que au-dessus de la ceinture. Et il disait, de toute façon, moi je suis rapide, mes jambes, il n'y a pas à les toucher comme ça, puis qu'est-ce que ça fait de toute façon qu'ils me mettent des coups de pied et des low kicks dans les jambes, quoi. Et en fait, il a vite déchanté. Il était très très fort à l'époque, je sais pas s'il était invaincu, mais... Il est sorti sur une civière. Et ouais, il est ressorti sur une civière. Il a commencé au départ très mobile à faire il faisait des coups de pied, sauter, retourner, des trucs, je sais même pas comment ça s'appelle, tornado kick, des trucs de malade, tu vois, il était hyper impressionnant. Et à la fin du premier round, il commençait déjà à avoir les jambes qui répondaient beaucoup moins bien, et il a fini sur une civière. Et c'est là que son frère aussi, Duke Rufus, qui est devenu champion du monde plus tard de boxe thaï, a réalisé, en fait, il est parti s'entraîner en Thaïlande avec les Thaïlandais, il s'est mis à la boxe thaï, mais avant ça, ils avaient jamais vu en fait de Thaïlandais combattre. Donc ils savaient pas, c'est exactement ce que tu dis, ils savaient pas à quoi s'attendre et ils s'étaient pas préparés à ça. Et je trouve ça, c'est vrai que ça devait être une époque... Oui, il fallait pas pêcher par excès de confiance, en disant ouais mais j'ai des jambes extraordinaires, voilà, oui, tu as des jambes extraordinaires dans ton monde, dans ton bocal. Mais attention, en face, il vient pas armé de la même façon, le gars. Donc c'est ça l'idée. Et j'avais pu être le second d'amis chinois là-bas, et j'avais vu comment ça shootait aussi beaucoup. Et je me disais, oh là, mais comment ça va pas être possible de gagner en vitesse, gagner en puissance, comme ils le font eux. Donc de toute façon, je suis condamné à trouver une autre solution. L'autre solution, elle est où ? Elle est dans, je dirais, l'intelligence combative, en fait. Je vais essayer de trouver des idées pour que le gars ne puisse pas appliquer son jeu. Voilà, c'était ça. Et donc, j'ai commencé à décortiquer ça. Donc là, on est en 1983. Et comment je peux me débrouiller pour éviter ces coups est-ce qu'il a une distance particulière pour travailler ? Est-ce qu'il a besoin d'appui particulier ? C'est oui dans les deux cas. Voilà. Donc, comment je peux perturber ça pour le gêner, en fait, pour neutraliser son jeu offensif et avoir une certaine lecture de son jeu défensif. Ok. Qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il défend bien ? Est-ce qu'il reste serein derrière ses défenses ? Voilà. C'est mon travail stratégique, en fait, a commencé avec ces simples éléments évidents, je dirais, au départ. Voilà. Parce qu'il fallait que... je voulais en sortir sur mes deux jambes, quoi. Ouais. Alors, donc, le combat, on a commencé à en parler, mais comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ce combat ? Dans ce combat, est-ce que tu arrives à appliquer tes stratégies ? Parce qu'avoir des stratégies, c'est bien, il faut réussir à les appliquer. Pas trop. Parce que voilà, j'avais des idées, elles n'étaient pas vraiment au point. Les seules choses que je faisais, c'était des approches indirectes. Voilà, ça marchait, c'était super simple. Ça ne me demandait pas un travail cognitif particulier. Donc j'y arrivais. Je faisais une feinte en haut, j'attaquais en bas, je remontais en haut, et puis je faisais une combinaison pied-point, droite-gauche, haut-bas. D'accord. Voilà, le t'appelles approche indirecte, c'est un travail de feinte. Ouais, avec une feinte. Voilà, mais suffisamment convaincante pour que ça attire sa vigilance, pour que le visuel soit occupé quelque part, alors que je vais l'amener ailleurs. Voilà, donc c'était vraiment le super b.a.-ba. Parce que je voulais tellement lui rentrer dedans que j'étais pas dans l'élaboration de stratégies pointues. Voilà. C'est sûr qu'aller à la bagarre, c'est pas tellement aligné avec être stratège. Ça peut être un moyen aussi ça peut être de cacher une stratégie. Oui, ça peut être une stratégie. Mais surtout pour ralentir si en fait il y a aller à la bagarre en tant que stratégie et il y a aller à la bagarre parce que tu as juste envie de lui rentrer dedans. C'est ça, voilà. Mais l'autre ne le sait pas. Non, l'autre ne le sait pas. L'autre n'a pas cette distinction-là. Voilà. Mon dernier combat en Californie, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dedans, parce que le gars, c'était le tenant du titre de la ceinture américaine. Donc, je lui ai rentré dedans, exprès pour pouvoir cacher tout le développement que j'avais mis derrière. Derrière, j'avais des approches indirectes, j'avais des progressives, j'avais des attaques par invitation, j'avais tout ça. Et pour implanter un certain contexte, en fait, pour lui donner une couleur de qui j'étais, je lui ai rentré dedans exprès. Et comme dans la même seconde, il m'est rentré dedans, on s'est retrouvés tous les deux par terre. Deux tanks qui se rentrent dedans. Voilà. Mais à partir de ce moment-là,
j'ai pu faire autre chose. Hmm. Voilà. Ok. Je lui montrais un peu un CV un peu faux. Voilà, c'était ça. Donc, c'était déjà dans l'idée stratagème. Un petit peu. Voilà. Je te montre ça en te faisant croire que je suis ça. Mais en fin de compte, non. Voilà. Donc D'accord. après, voilà, j'implantais en fait des éléments pour pouvoir ensuite manipuler mon adversaire. Mais ça, c'était en Californie, donc c'était quelques années plus tard. C'était beaucoup plus élaboré déjà. Ouais, Mais à Hong Kong, non. À Hong Kong, c'était faut que j'y fasse mal, faut que je rentre dedans, et voilà. Mais à tel point que je ne savais pas quelle était la gestuelle du gars, c'est que je lui ai fait un coup de pied retourné à la Urquidez, que je faisais tout le temps, et puis que je maîtrisais vraiment bien. Je lui ai fait extrêmement lentement, parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire défensivement. J'avais peur qu'il me rentre dans le dos, je ne savais pas du tout. Et au lieu de le faire extrêmement vite, je l'ai fait extrêmement lentement. En plus, sur Kidez, lui, ça allait vite. Hein. Ah ouais? Ouais. Et je l'ai touché. Parce que ça l'a surpris, parce qu'il s'est défendu. Ça faisait pas partie de son arsenal habituel aussi. Voilà, il a pas couvert cette zone-là. Et peut-être que la lenteur, justement, l'a surprise. Ouais. Donc, voilà. Comme, même si ça n'a rien à voir, le fameux service à la cuillère de Michael Chang à Roland Garros, où d'un seul coup, c'est le service du débutant, c'est le premier truc que tu apprends au tennis. Et il fait ça en finale, je crois, de Roland Garros. Et en fait, ça crée une grosse surprise. Surprendre. C'est en PNL, ils appelleraient ça une rupture de pattern, un peu, en quelque sorte, où d'un seul coup, tu sors quelque chose qui... Oui. Voilà, donc toi, la technique était certainement déjà surprenante pour lui, puis la vitesse d'exécution cadrait pas du tout avec la situation. Le rythme, ouais, tout à fait. Oui, mais c'est ça, hein. Le concept, c'est surprendre. Et surprendre, comment? De toutes les manières possibles. Donc en brisant les rythmes, en montrant quelque chose qu'après je vais changer, en faisant semblant de répéter quelque chose qui a fonctionné, ce qui est normal de répéter quelque chose qui a fonctionné, mais justement, je vais légèrement le changer. Donc c'est constamment surprendre l'adversaire. Voilà. Autrement dit, j'applique en fait quelque chose qui le pousse à rester en défense, dans un mode réactif. S'il est réactif, il ne prend pas les rênes du combat. Il n'est pas leader. À partir de ce moment-là, c'est moi qui commence à avoir un certain contrôle du jeu. Voilà, à condition de le conserver. Il ne faut pas qu'il me le prenne. Voilà. Bien sûr, ouais. Mais c'est ça, c'est ça l'idée. Bah, tout ce qui est préparation d'attaque, moi j'avais fait un stage justement il n'y a pas si longtemps que ça sur ça, et j'ai sorti après du coup la vidéo, mais c'est effectivement quelque chose qui n'est pas... que les gens, je pense, ne dédient pas assez de temps à cet aspect-là, et pourtant ça fait toute la différence. C'est-à-dire que tu travailles tes enchaînements, tu travailles tes attaques, ta vitesse, ton explosivité, tu travailles ta défense et tout, mais il manque un truc et qui va multiplier l'efficacité de tes attaques, tu vois. Justement, le travail de feinte et tout ça, tout ce dont tu parles là, on va pouvoir en reparler un peu plus, mais ça va justement empêcher aussi l'autre de mettre en place son jeu, parce qu'il est tout le temps en train d'hésiter. Toi, tu le fais tout le temps hésiter, il ne sait pas si t'attaques pas, il est dans la réaction, il n'est pas dans la préparation, lui. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Ouais. Bon, ce sont les grandes lignes. Hein. Bien sûr, il y a des subtilités, il y a 460 pages à propos de ça. Mais c'est ça l'idée. Hein. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir entraîner ce type de travail? Parce que c'est un travail quand même. Je veux dire, moi, je me suis tout de suite aperçu que comment on fait pour réfléchir, pour analyser, alors qu'on est dans le feu de l'action. Voilà. Et ça, c'est la liaison avec stratégie martiale, justement, puisque je prends des commandants qui ont toujours commandé des armées ou des bataillons sous les boulets, sous les flèches, etc. etc. Alors, la question que je me posais, c'est, OK, comment moi je peux faire pour réfléchir et essayer d'induire l'adversaire en erreur alors qu'il est en train de frapper? Moi aussi, je prends des coups, il en prend. On est dans le creuset, là. On est tous les deux, on est dans le jeu. Donc, comment c'est possible? Parce qu'en plus, je n'avais pas de coach, réellement, je veux dire, compétent. Donc, comment c'est possible d'être en même temps l'exécutant, dans le feu de l'action, et en même temps le coach, avec le recul? Donc, c'est le parallèle avec le soldat qui est dans la vallée, et puis le général qui est en retrait, et puis qui regarde à la jumelle ce qui se passe, et qui prend des décisions tranquilles, parce que lui, les flèches ne l'atteignent pas. Voilà. Donc, comment développer ça, en fait? Bon, je me suis aperçu que c'était un travail cognitif très, très, très particulier, qui était basé beaucoup sur ce que je vois, ce que je ressens, etc. Donc,
personnellement, je me suis débrouillé pour développer un espace libre dans mon cerveau qui pouvait fonctionner sur cette tâche-là. Donc, effectivement, je suis l'exécutant, mais en même temps, il va me falloir un élément qui va me permettre de réfléchir. Et ça, ça s'oppose. On est en dichotomie complète, là. Ouais. Voilà. Mais ça demande aussi Quand énormément on est stratège, de on n'est lucidité, pas quoi. exécutant. Quand on est cogneur, on n'est pas celui qui réfléchit. Et bien, justement, stratégie martiale, c'est ça. C'est comment, moi, personnellement, j'ai pu réussir à unir les deux. Parce que j'ai trouvé un élément qui permet, en fait, d'être au feu, mais en même temps, d'avoir un cerveau qui fonctionne. Donc, le néocortex, évidemment. Parce que c'est un puissant... La stratégie, les manœuvres tactiques, les approches, c'est un puissant travail cognitif, quand même. Voilà, qui est basé sur des éléments clairs. À partir de ce moment-là, comment arrive-t-on à enclencher ce travail-là? Comment peut-il travailler alors qu'on est en plein cœur du combat? Voilà. On n'est pas tranquillement... Voilà. Donc, c'est vraiment l'élément de base. Et ça a fait tout de suite la liaison, pour moi, qui était déjà passionné d'histoire, avec ces grands commandants-là. Donc, sur une... Je crois que c'est une période de 24 siècles que j'ai dû prendre, à peu près. Comment ces gars, à la tête de leur armée, parce qu'évidemment, à l'époque, ils étaient à la tête de l'armée, ils avaient la possibilité de voir clairement ce qu'il fallait faire, alors que les boulets arrachent les genoux, les flèches, ça tombe, les gars... voilà. Donc, c'était quoi? C'est ça, je me suis intéressé, en fait. C'était qui, ces gens-là? Voilà. Est-ce qu'ils avaient quelque chose de particulier, etc., etc. Bon, on en parlera certainement, mais... donc, la liaison, elle était là. Comment je peux faire pour réfléchir tout en travaillant et puis en étant à l'écoute de l'adversaire? Parce qu'on parle on est en millième de seconde, là. Je veux dire, les enchaînements... voilà, donc ce sont des combinaisons qui sont payantes. Je ne peux pas dire, attends, pousse, je réfléchis à ce que tu viens de faire pour trouver une solution. Non, ça doit se faire en même temps. Autrement dit, ce sont des zones différentes du cerveau qui doivent être en fonction en même temps. C'est pas vraiment c'était pas évident du tout. Ça a pris du travail. J'avoue que ça n'a pas fonctionné non plus à 100%. J'ai un taux de réussite important quand même, je trouvais, quand je me souviens de mes différents combats. Mais sur certains, ça n'a quasiment pas été possible, quoi. Et je me suis entraîné justement avec Cunningham là-dessus, parce qu'on s'est vu quand même très très longtemps, sur toute une année, à essayer de faire ça. Parce que lui était très doué pour ce genre de choses. Il devinait, il avait une lecture d'une familiarisation des lignes et une lecture d'intention qui était absolument affolante. Une sorte de Mayweather du kickboxing. C'était... oui, c'était un Mohamed Ali. En plus, il dansait. C'est extraordinaire. Donc voilà, je me suis entraîné avec l'un des meilleurs pour mettre au point, en fait, mes techniques et voir ce qui fonctionnait, voir ce qui était... Beaucoup étaient suicidaires dans mes idées. Je veux dire que... Donc, je prenais des coups... je me faisais un petit briefing le soir. Le lendemain, je repartais avec de nouvelles idées, de nouvelles choses. Il me disait, alors, ce matin, est-ce que tu as des idées? Oui, j'ai de nouvelles idées. Et puis, je ressortais avec... OK, ce sera encore un dîner un peu liquide parce que je ne peux pas fermer les mâchoires. Bon, cette idée-là, elle n'était pas très bonne. Voilà, non, ça, c'est pas bon. Il y en a eu beaucoup, des ratures. Mais voilà, c'est comme ça. Puis en m'entraînant justement avec des meilleurs, des gars qui ne me faisaient pas de cadeaux. Donc c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est dans Après, la difficulté que ça fonctionne. Il y a deux écoles et je pense que les deux sont intéressantes et je pense que l'idéal est d'associer les deux, mais il y a des gens qui te disent que c'est bien de travailler forcément avec des gens meilleurs que toi parce qu'ils t'élèvent, mais si tu es constamment en dessous, c'est dur de prendre confiance, de s'affirmer. Tu vas pas parfois te pouvoir justement... parce que quand on a quelqu'un en face de meilleur que soi, on peut pas tenter autant de choses qu'avec quelqu'un qui est moins bon. Et que parfois aussi avoir en fait, des gens qui sont moins bons, ça va te permettre toi de prendre plus confiance et de tenter des choses que tu pourrais pas tenter face à quelqu'un de plus dangereux. Et du coup, tu vas développer aussi tes capacités parce que tu es au-dessus, donc tu peux te balader, donc tu peux te permettre de faire des choses que tu ferais pas avec un mec qui va t'allumer à la moindre erreur. Oui, tout à fait. Donc ça dépend aussi un peu qui on est. Ouais. Si on aime le jeu, si on aime le challenge, si on aime le truc impossible, voilà. C'est vraiment comment on ressort les choses. Ouais. Voilà. De temps en temps, avec Cunningham, je lui disais,
tiens, si je fais ça, ça et ça, tu ferais quoi? Voilà, donc Hmm. on discutait un petit peu de 3 petites choses, puis il y a des moments où je venais avec une super idée, je lui disais, tiens, celle-là, là, tu vas avoir du mal à... Hmm. Et puis, bon, après, je voyais ce qui se passait. Quelquefois, il me plantait littéralement, mais Ouais. voilà. Mais j'avais aussi la compensation, quand je faisais les compétitions dans le circuit californien, c'était de me venger, entre guillemets, face aux gars de mon niveau qui concouraient pour la prise de ceinture. Ouais. Voilà. Et là, je retrouvais des gars qui étaient quand même beaucoup plus proches que moi ou à mon niveau. Donc, ça allait. Donc, En là, Californie, c'était du je kickboxing. redescendais. Oui, on était dans Ouais. les règles de kickboxing. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et là, effectivement, là, les entrées indirectes, les changements de rythme, tous les décalages, rentrer dans une attaque, les gars ne comprenaient pas, quoi. Bah, c'est sûr qu'après, de tourner avec des mecs qui en sont aussi bien plus loin, c'est sûr que ça fait une différence, parce que le moment où tu tournes contre des mecs qui sont pas du tout à ce stade-là, et que toi, tu as l'habitude d'un niveau d'adversité en face C'est ça. qui est le top, bon, bah... Qui pardonne à rien. Voilà, là, ça te rend le travail plus facile, Ouais. quoi, Ah oui. forcément. C'est sûr Ah oui. que... C'est pour ça que je disais que je pense qu'il faut les deux. Après, c'est aussi une question d'objectif. Si ton objectif, c'est pas la compétition, bon, bah... Faut peut-être pas faire voilà. ça. Faut peut-être pas aller dans ce sens-là. Parce Ah, que, voilà, mais on peut vouloir devenir meilleur, et il y a plusieurs moyens d'y arriver, mais ouais, c'est sûr qu'au bout d'un moment, pour passer un cap, il faut avoir en face, il faut avoir des gens qui te posent des problèmes, quoi. Absolument. Sinon, si t'as pas de Absolument. problème, tu trouves Ah, pas t'as voilà. pas de solution Voilà. à trouver. Si vous donc, voulez progresser dans ce monde-là, prenez des coups. Hein. Pour le dire simplement, c'est ça. Hein. Si on prend pas de coups, ça fonctionne pas. Si on a quelqu'un qui est pas capable de vous mettre des coups et de vous faire mal en face, on n'apprend rien. Parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il n'y a aucun problème. C'est comme ça dans la vie en général. C'est là où justement plein de choses se passent. Bon, mais sortir de sa zone de confort dans ce métier-là, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours envie. Et puis bon, c'est pas pour tout le monde non plus. Et je comprends tout à fait ceux qui vont pas sur ce sentier-là. Voilà, parce qu'ils veulent le vivre autrement et il y a aucun problème. Mais en même temps, soyez conscient de la course dans laquelle vous courez. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, si vous avez des espérances et puis des objectifs vraiment importants, eh ben, donnez-vous les moyens, mais allez dans le bon sens, quoi. Ne courez pas un petit footing cool le dimanche matin si vous avez une compétition de 100 mètres 2 jours avant, quoi, ou 2 jours après. C'est Voilà. ça. Ouais, mais c'est vrai que après, j'en parlais l'autre fois avec Jess Liodin, on avait fait un podcast aussi, lui qui a un bon passé de combattant et tout. Il me racontait que il a souvent des messages de mecs qu'il envoie sur Facebook. Alors, on se demande toujours si c'est vrai ou pas, mais des mecs qui lui disent, bon, bah, j'ai un combat dans 15 jours, comment je fais mon cutting, comment je fais ça. Et lui, il me dit, mais si t'as un combat dans 15 jours, il est où ton coach? Le cutting, fallait commencer à y penser. C'est pas des questions à poser à 15 jours d'un combat. Et tu te demandes, en fait, comment ils sont entourés, à qui ils s'entraînent, comment ils s'entraînent, parce que les questions qu'ils viennent te poser à 15 jours d'un combat, c'est des questions qu'il fallait se poser il y a 3 mois ou il y a 6 mois, quoi. Et auxquelles, normalement, tu devrais avoir un coach qui est là pour t'aider, quoi. Bon, toi, tu racontais que, justement, tu as eu ce problème-là de pas avoir de coach, donc ça peut arriver, mais... c'est l'extrême, hein. Comme je disais, ça pousse à développer un petit peu les deux regards, mais c'est vraiment l'extrême, hein. Je le conseille pas. Encore que, dans la rue, il n'y a pas de coach, hein. Non. Voilà, donc il faut un peu avoir les deux, il faut un peu avoir les regards. Bon, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que dans la rue, en général, ça va très vite. En général, parce que ça peut durer aussi. Voilà, hein. Ça peut durer 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Voilà. Donc à ce moment-là, ce sont les capacités combatives qui vont... C'est l'artiste martial là, qui va se réveiller. Là, au bout de 3-4 secondes, le gars n'est pas descendu. Voilà, on combat. On combat comme dans un ring, comme dans une arène. Il n'y a pas les mêmes cibles, il n'y a pas le même danger peut-être. Le gars est peut-être armé, etc. Ok. Sauf que là, on est vraiment dans les capacités combatives. Voilà. Donc coup d'œil, maîtrise de la distance... Voilà, on est sorti de l'enveloppe extrêmement étroite, self-défense. Et on rentre dans le combat. Voilà. Et si on est 1 contre 3, ben on rentre dans le combat. À moins de tomber KO, ça va forcément durer. Voilà. Donc, c'est pas... voilà, moi, je me méfie de... Il y a la self-défense d'un côté, puis il y a les arts martiaux de l'autre. Attention, on peut basculer de l'un dans l'autre. Après, les stratégies sont pas toujours les mêmes, effectivement. Mais c'est important, je pense,
d'être habitué à un certain degré de contact si on veut se préparer à la self-défense et avec un travail fait d'incertitude, quoi. Tu vois, pas du travail formaté et tout ça, parce que tu vas pas être face à du formaté en face, tu vois. Donc, ouais. Absolument. Et c'est sûr que vaut mieux pas prendre son premier vrai coup dans la tête dans la Voilà. rue, quoi. Mhm. C'est sûr. Et alors, juste pour revenir, on a parlé de Hong Kong. Comment t'arrives au Jet Center à Los Angeles? Mon dernier combat c'était en boxe thaï. Oui, c'était en boxe thaï, celui-là, à Hong Kong. L'adversaire était en fait, comme j'avais réussi le précédent, donc celui que les Thaïs m'ont présenté pour le 3e combat, c'était quelqu'un que je ne pouvais pas battre. Ouais. Voilà, il était classé 5e ou 3e, je ne sais plus, peu importe. Donc de toute façon, c'était un obstacle insurmontable. Voilà. Donc, bon, j'ai fait le combat, j'ai fait le maximum, j'ai pu faire les 5 rounds, c'était ma victoire en fait. Donc, j'ai absolument pas lâché, je suis allé au bout, au maximum de ce qui était possible dans, je dirais, l'attitude mentale. C'est-à-dire que j'étais d'accord pour que le gars me démolisse complètement, mais je n'avais absolument... c'était pas possible de lâcher. De toute façon, je n'allais pas me coucher, donc je suis allé au bout. Je l'ai payé parce que bon, j'ai quand même pas mal été blessé, et c'est justement suite à ces blessures que je suis rentré en France pour 1 an et demi sans combattre, pour me remettre de ces blessures-là. D'accord. Voilà. Et puis Benny Urquidez est venu en janvier 85 à Paris, invité par Renaissance pour faire un stage, et donc j'y suis allé. Et puis, à ce moment-là, bon, on était 150, je crois, dans le gymnase. Ah ouais. Et dans les exercices que proposait Benny, moi, je mettais toujours à la fin un coup de pied sauté retourné. Voilà. Donc, il l'a vu. 1 fois, 2 fois, 3e fois, il était là. Il est venu me voir. Et en me disant, tiens, tu connais ça? Je dis, bah oui. Lui-même était mon idole depuis les années 76. Donc voilà, je voulais en même temps lui faire honneur. Voilà, donc la conversation s'est engagée, et puis je lui ai demandé si l'année d'après, donc c'était possible d'intégrer le Jet Center à Los Angeles, si je venais avec ma valise, est-ce qu'il y avait la possibilité de s'entraîner chez lui, etc. etc. Voilà. Sans trop lui dire ce que j'avais fait avant, il m'avait dit, bah écoute, tu viens, et puis on verra après. Bien sûr, hein. Il y a beaucoup qui parlent et peu qui font. Ouais. Voilà, donc je me suis pointé là-bas. Donc là, effectivement, il m'a remis en disant, je me souviens, à Paris, ok. Et bon, bah, ça s'est enclenché comme ça. Il m'a trouvé un endroit pour loger. Et puis, j'ai intégré directement le Jet Center. J'allais mieux au niveau des blessures. Donc, j'ai pu repasser directement du côté un peu boxeur. Mais je n'avais pas l'intention de faire de compétition. Ça me disait rien. J'y allais pour apprendre sa méthode, pour compléter mon kickboxing, pour enseigner aussi, voilà, j'étais dans cette voie-là. À cette époque-là, tu avais choisi déjà, tu avais décidé que tu allais enseigner? Ouais. D'accord. Ouais. Bah, j'enseignais en fait depuis 82. Ok. Parce que ça me plaisait beaucoup, et puis je me sentais à l'aise en faisant ça. T'enseignais où? Bah, en fait, j'ai remplacé mon prof chinois quand lui allait en Chine. D'accord. Voilà. Ça se passait où les cours donc à ce moment-là? C'était Châtillon-sous-Bagneux. Donc, bon, pas très loin d'ici en fait. D'accord. Donc voilà, j'avais commencé ça comme ça. Et donc chez Urquidez, bon, je voulais enseigner, je voulais apprendre, je m'entraînais avec les gars, et voilà, mais je voulais pas. Ils m'avaient proposé d'entrer dans l'équipe amateur de compétition, je leur avais dit non. Bon, voilà. Et puis, en fait, je m'entraînais, j'attendais toujours que la salle soit libre pour m'entraîner le matin, et puis pour me faire plaisir. Je faisais mon shadowboxing dans le ring, etc. Et puis Peter Cunningham, qui lui logeait dans le dortoir du fond, rentrait, sortait, il prenait sa douche, il ressortait. Donc il me voyait tous les matins en train de bouger tout seul. Puis un jour, il m'a demandé, je vois ce que tu fais là, pourquoi tu fais pas de la compétition avec nous? Bon, je lui ai dit non. Bon, il est revenu à la charge 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Puis bon, finalement, j'ai lâché. J'ai dit ok, bon, allez, je vais en faire un. Il m'a dit bon, bah très bien, on monte à Bakersfield, et puis on fait un premier combat là-bas, et puis tu verras comment ça se passe. Et, puis bon, bah là, j'ai retrouvé mes marches,
Je me suis dit, ok, allez, j'embarque pour le reste de l'année, et puis je vais faire tous les combats de compétition pour obtenir le titre. Mais bon, je le visais même pas, quoi. Je veux dire, j'étais dans l'expérience, et puis j'avais envie de faire quelque chose un peu de pimenté, je dirais, sans retomber dans le piment asiatique, parce que c'était un petit peu fort. Mais voilà. Alors, quand t'es arrivé dans ce club, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé sur les méthodes d'entraînement ou le niveau des gars, les techniques par rapport à ce que toi, tu t'avais connu avant, peut-être les cours que toi, tu donnais qu'est-ce qui t'a frappé Une là-bas? grande différence avec l'Asie, où on se débrouillait un petit peu comme on pouvait. Bon, les gars rentraient, sortaient, même dans les cours collectifs, bon, c'était un petit peu n'importe comment, alors que chez Benny, c'était militaire. Ouais. Voilà. Il avait par principe que c'est à travers la discipline qu'on obtient un niveau. Voilà. Et moi, j'avais pas connu ça jusque-là. Donc, fallait évidemment être à l'heure au cours. On faisait des exercices, on faisait des push-ups. À chaque fois, c'était 1 sir, 2 sir, 3 sir. Enfin, bon, mais vraiment le truc. Ils sont très sir là-bas. Ah, waouh, ça y Mais est. encore aujourd'hui, voilà. hein. Donc après, on faisait des exercices. Donc lui, il nous donnait des ordres. Il criait des ordres, en fait. Voilà. Donc on était pratiquement au garde à vous devant lui. Il y avait une goutte de sueur qui perlait le long de l'œil. Là, si on faisait ça, c'était 50 push-ups. Voilà. T'es avec moi et t'es pas ailleurs. C'est-à-dire, il y a un bruit derrière et quelqu'un qui sort du vestiaire. Tu te retournes, c'est 50 push-ups. Tu es là pour écouter. Voilà. Donc en fait, il développait une attention, une concentration incroyable pour qu'on puisse vraiment absorber ce qu'il nous donnait. Mais ça a donné des résultats incroyables. Moi, je veux dire, en 12 mois, j'ai fait le travail de 3 ans. Les gars m'ont dit, mais t'es arrivé à ce niveau-là, dans les niveaux, les différents niveaux que Benny donnait. Ils disaient, c'est un travail de 3 ans. Toi, tu l'as fait en 11 mois, et puis tu repars avec la ceinture de champion. En plus, on n'avait jamais vu ça. Parce que je suis rentré à fond dans le truc. Et en même temps, moi, je parlais un petit peu anglais par Hong Kong, en fait, mais donc un très mauvais anglais. Et les Californiens me disaient, mais où est-ce que tu as appris ton anglais, toi? Ça va pas bien, là. Donc en fait, j'avais aussi ce problème-là, parce que Benny hurlait des ordres. Et puis, il a une façon de parler qui est particulière. Il a un accent qui est vraiment particulier. Ouais. Et au début, mais c'était du chinois, son anglais. Ouais. Voilà. Donc, il donnait une frappe, jab, right cross, left hook. Boom, move, bam, et tout le monde partait. Ouais. Et toi, t'avais pas compris ce qui est... Ouais. Voilà. Moi, je partais après, parce qu'il fallait que je copie la gestuelle. Il fallait que je voie la gestuelle. Donc, je laissais les gars me dépasser. Puis je la regardais latéralement, ok, puis je la faisais tout de suite, et puis j'essayais de rattraper le niveau pour pas être trop en arrière, mais j'ai passé des semaines à faire ça, parce que je comprenais pas son langage. Et c'est Cunningham qui m'a aidé avec la terminologie, les mots comme ça, voilà. Et après, mon challenge, ça a été de démarrer plus vite que les autres. Et ça, j'ai eu 2-3 sourires de Benny au bout d'un moment, parce que j'allais plus vite que tout le monde. Dès qu'il avait fini sa phrase, bam, boum, boum, j'étais parti, quoi. Voilà, je voulais lui montrer que vraiment, je m'engageais à fond. Et voilà, donc on a eu un partenariat très, très puissant, parce qu'il a vu que j'étais engagé à 1000% pour boire et absorber ce qu'il avait à donner. Donc, et c'est lui qui te coachait après sur les compétitions, il t'accompagnait ou... Oui, alors il était dans mon coin. Cool, donc j'ai eu Ben. Oui, c'est ça, en fin d'année. Il y avait Cunningham aussi. Quelquefois, c'était Ruben aussi, le frère de Benny. Voilà. Bon. Ouais, mais là, de bons conseils, là. Et il y avait, c'était l'époque aussi de Bill Wallace. Oui. Tu l'as jamais rencontré, lui, non? Si. Il venait et puis il jouait avec sa jambe gauche. Voilà, un gars étonnant. Ouais. Assez showman, qui aimait bien qu'on le regarde. Mais oui, voilà. C'est un peu lui, ils sont pas exactement pareils, mais c'est un peu le Valera américain, quoi, en quelque sorte. Oui. Oui. Bah, disons que c'est lui, hein. C'est lui le départ. Hein. Oui. Voilà. Mais pour les gens qui connaîtraient pas, parce que oui. de notre, enfin, voilà, dans notre génération, ceux qui s'y intéressaient, ils connaissent, mais il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis Bill Wallace aujourd'hui, ils croient que tu parles de Wallace dans le film de Mel Gibson. C'était pas.
C'est dans Non, Braveheart. non, effectivement, c'était l'un des grands, des pionniers de la première heure. Donc, Full Contact. Voilà, fin des années 70. Bah oui, Joe Louis, donc Wallace, et puis toute la bande. Urquidez était le tout petit, c'était le le petit dernier. Oui, tout à fait. Oui, Puis, bah, en plus, en termes de gabarit, il était aussi beaucoup plus petit, quoi. Oui, ouais. Mais une explosivité vraiment hors norme. Voilà. Et combatif, quoi. Ouais, inarrêtable. Il est, Quand il se lance, il est mexicain ou il est Urquidez Non. Je crois que son père était espagnol, ouais, du sang espagnol, si je ne me trompe. Et puis, sa mère est amérindienne. Parce qu'il aurait pu avoir un peu un style dans du pied-point, mais un peu à la mexicaine, quoi, de très rouleau compresseur, toujours... c'est... Ouais. Je veux dire, il a des propulsions assez étonnantes, assez fulgurantes, là. Il brise la distance de manière vraiment imprévisible, et une fois qu'il est sur toi, il te dépouille, quoi. C'est... Attaque par combinaison, je me souviens. Très puissant, très compact. Voilà, la fameuse combinaison qui fait 35 secondes de long contre Okao, le champion japonais là, qui était retiré puis qui est revenu 35 secondes non-stop, pied-point, jusqu'à ce que l'on tombe. À la vitesse où ça va, avec la puissance où ça va, il faut la faire. 35 secondes, il faut la faire. Non, c'est on est chez les grands là. Non, les combats c'est toujours des beaux combats à regarder. Après, il y a un look du coup qui est un peu démodé. Est-ce que c'est du kickboxing, mais ils étaient en pantalon souvent. Du coup, les gens, pour eux, c'est pas du. Enfin, si t'es en pantalon, c'était pas du kickboxing. Oui, il y avait pas. Il y avait des protections de pied aussi souvent à une époque, non? Il y a pas un moment. Ouais, mais ça dépendait des fédés, ça dépendait des moments, ça dépendait. Enfin, je veux dire, tout c'est beaucoup compliqué, et puis c'est devenu. Avec le short, on sait ce que le gars pratique. Non, à cette époque-là, c'était on se rencontre. Tu viens en short, tu viens en pantalon, on s'en fiche. C'est toi contre moi. C'est ton talent contre mon talent. Voilà. Tout le reste, c'est de l'habillage. Ça n'a absolument aucune importance. Et moi, je lui avais posé la question un soir. Je lui avais dit, Ben, pourquoi tu es toujours en pantalon? Il me dit, parce que quand tu as pris un méchant low kick et que tu as un bleu, c'est mieux que l'adversaire ne le voit pas. Ouais, si t'as un tibia qui a commencé à gonfler ou... Donc j'avais dit, ah oui, tiens, bon, parce que, à Hong Kong, j'étais en short, beaucoup en short. Donc effectivement, donc j'ai adopté le pantalon rouge après pour les combats américains et puis les combats en Europe. D'accord. Et alors, donc là, tu restes un an là-bas, une année complète. Une année complète. Bon, une fois de plus, comment t'es arrivé à vivre je faisais des petits boulots, en fait, surtout dans la construction, à 6h le matin, à décharger des camions de bois, et puis dans la construction, nettoyer la piscine de la résidence, refaire les peintures des appartements, enfin plein de petits boulots qui permettaient d'avoir un petit peu de sous, mais bon, une galère financière. Toujours pareil, poussé par une passion qui fait que... La passion plus forte que tout. Oui. Oui. Encore dans la décennie de la vingtaine. Et alors, tu fais ton retour en France. À ce moment-là, la compétition, t'as tiré un trait dessus ou tu veux continuer? Non. J'ai rencontré Girardi, le champion d'Europe, en arrivant en France, en fait. Ensuite, je suis parti à Londres pour rencontrer donc Kirk Walker, qui était dans les premiers mondiaux aussi, qui avait tapé Kaman 2 mois avant, là, qui m'avait envoyé sur les fesses, là. Il avait envoyé une bonne droite. Et puis le championnat de France Pro, aussi à la fin. Donc j'ai fait 3 combats, en fait, en 88, en Europe. D'accord. Voilà. Et puis j'ai raccroché à ce moment-là. Des 3 combats que tu avais gagnés ou perdus? Alors, j'ai perdu le dernier championnat de France Pro en 7 rounds de 2 minutes. 7 rounds de 2 minutes? Ouais. C'était le premier pro, en fait, de l'époque. C'est le soir où Pascal Leplat a gagné son titre de champion du monde de kickboxing. Face à Ronnie de Leon. Et puis, donc moi, j'ai perdu le mien. J'avais personne dans mon coin. Et puis, je dirais que je suis resté un peu obsédé sur une idée. J'ai pas eu de coach qui m'a dit change de stratégie, fais autre chose.
J'ai insisté pendant 7 rounds, voilà, dans un tunnel qui menait nulle part. Bref, donc une erreur stratégique sur ce coup-là. Donc j'ai pas gagné ce combat. J'ai gagné celui de l'Angleterre et puis Girardi, on a fini à coup de tête, on a fini entre les mains du médecin qui nous a recousu les arcades. Enfin bon, Girardi était un peu particulier, champion d'Europe belge. Il faisait suivre ses crosses. Derrière ses crosses, il y avait un coup de tête. Ouais. Donc il était connu pour ça. Et puis bon, au bout d'un moment, c'est sûr que ça... Enfin bref, bon. Voilà. Ouais. Donc pas un combat du full très contact, propre, du quoi. kickboxing, ouais, des choses comme D'accord. ça. Ouais. Alors, t'arrêtes la compétition et donc tu te consacres à l'enseignement. Oui, 89, 88, 89, pas tout de suite, parce qu'en fait le JIT Center est né en 97, donc, D'accord, donc, voilà, 9 ans plus tard, parce que dans l'intervalle, j'étais revenu sur les travaux de Bruce Lee, je voulais retravailler ces choses-là, et puis à partir de 97, donc c'est là où je suis reparti aux États-Unis, pour rencontrer les élèves de Bruce Lee. Voilà, j'avais donc tiré un trait sur le sport de compétition. Maintenant, je voulais approcher les élèves de Bruce Lee pour connaître des choses. Voilà. J'ai rencontré bien sûr Jean-Pierre Defosse en premier ici à Paris. Et c'est donc lui qui m'a montré ce que Bruce Lee avait laissé, le trapping, les modifications de son Wing Chun, etc. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Je crois que Jean-Pierre Defoe, c'est lui qui avait fait venir William Cheung en France la première fois, il me semble. Oui, absolument. Ouais. En 98, j'ai fait venir Jesse Glover pour la première fois en France. Il est venu au JIT Center de Rissan-Rangis. Et puis Chris Kent. Et puis bon, moi, je faisais des allers-retours justement pour travailler aux États-Unis avec eux aussi. Et t'as jamais été très intéressé par Innocento? Alors, j'y suis allé en fait quand j'étais compétiteur à Los Angeles avec Benny. Parce que j'avais un ami qui venait voir les cours chez Benny, qui était aussi dans les cours de Cali avec Innocento. Et puis Innocento ne prenait pas n'importe qui. À ce moment-là, il y avait une liste. Et donc, moi, je voulais approcher Dan Innocento, parce que c'était Dan Innocento. Voilà. Et donc, lui m'a dit, écoute, moi, je peux t'introduire, et puis on va voir si c'est possible que tu intègres le cours, etc. Voilà. Donc, effectivement, j'ai intégré le cours de Dan Innocento grâce à lui. Mais bon, j'étais compétiteur chez Urquidez à ce moment-là pour le titre de champion de Californie. Et le pied-point de chez Innocento, ça ne cadrait pas du tout. Ils n'étaient pas du tout à la page. Ouais. Non, c'était pas Après, bon ils du ont tout. eu pas mal de succès. Moi, j'aime bien Eric Paulson, qui vient de chez Innocento aussi, mais ils ont fait le shoot wrestling et tout ça. Et ils ont eu des bons combattants qui venaient de chez Innocento, qui après sont déviés un peu dans d'autres choses, mais je trouve qu'ils avaient des bons gars, quoi. Voilà, l'application, le regard global en fait des arts martiaux vu par Bruce Lee, qu'après on applique effectivement le Jeet Kune Do, on peut l'appliquer dans plein de choses. Hein, mais après, c'est vrai qu'eux, ils ont pris plus une direction chez Innocento, plus arts martiaux philippins, quoi. Oui. Beaucoup plus. Parce que c'est lui, c'est son origine, c'est son truc. Mais bon, voilà, on peut tout à fait. Hein, c'est un regard global. Hein, ouais, mais c'est vrai qu'on avait. On sait pas l'évolution qu'aurait suivi Bruce Lee, mais de mémoire, on n'a pas beaucoup vu Bruce Lee pratiquer comme on peut pratiquer en Cali, ces drills, beaucoup de drills au couteau, au bâton, machin, tout ça. Lui, il était sur des trucs beaucoup plus courts. Efficacité. Tu vois, ouais. C'était pas... Du coup, tu t'éloignes... Il faisait du trapping et tout ça, mais pour moi, quand je vois l'école de Jeet Kune Do de Innocento, je vois quand même beaucoup de Cali. Ou d'Arnis, mais ça dépend aussi comment on travaille les choses. Je veux dire, les drills, maintenant, je vois ça avec toutes ces années, ça prépare pas du tout au combat. C'est censé apporter ou développer certaines capacités. Voilà, et j'en suis pas vraiment sûr, et je suis vraiment pas tout seul à penser ça, parce que les exercices en fait ont pris le pas sur les sparring libres. Voilà, et c'est ça l'erreur. Il faut vraiment se mettre dans la réalité du combat, c'est-à-dire se plonger dans l'inconnu, s'offrir
à la surprise. Voilà, dès l'instant qu'on est sur un travail, même si c'est intéressant parce que ça développe telle ou telle habileté, je suis d'accord avec la théorie, mais il faut systématiquement revenir à quelque chose de dangereux. Voilà. Dangereux et imprévisible. Donc, et c'est ça qui est un petit peu perdu, je trouve. Hein. Donc, avec Bruce, c'était direct. Hein. Même lui a travaillé certaines capacités particulières que je révèle dans Stratégie martiale. Le jeu, à toi, à moi, c'était pas trop son idée. Et puis, bon, voilà. Après, ça dépend des gens. Mais c'est pas les drills qui préparent au combat. Non, mais les drills, moi, je trouve que c'est un aspect pratique pour déjà faire beaucoup de répétitions. C'est un moyen de faire beaucoup de répétitions, de mettre beaucoup de répétitions au compteur. Créer si tu veux, un peu le chemin neuronal, quoi. C'est-à-dire que tu vas vraiment... La technique, tu vas réussir à l'inscrire, la réaction dans ton corps et tout. Mais après, c'est sûr que s'il n'y a pas ensuite une mise en application... avec de l'incertitude et du danger, comme tu dis, bon, bah, ta technique, tu vas savoir bien la faire, mais tu vas pas forcément savoir la sortir le moment venu, quoi. Mais je pense que, alors, si tu fais que du drill, bah, il y aura pas de bons résultats. Mais pour moi, si tu fais que de la bagarre, Non, tu vois, pas obligé de taper les extrêmes non plus. Mais il y a un élément pour graver les répétitions. Faire des répétitions pour avoir un nombre impressionnant de répétitions, croyant les avoir absorbées et digérées, ça ne fonctionne pas. On est obligé de passer dans du combat avec un haut niveau émotionnel et avec un certain degré de danger. C'est ça qui grave les choses. Donc, tu vas faire 1 million de répétitions. Si c'est 1 million de répétitions pour avoir 6-0, c'est 0. Ça marche pas. Il vaut mieux le faire 10 fois, mais sous intense tension émotionnelle, comme disait Bruce, hein, c'est sa façon de faire les choses. Parce que là, on va toucher un élément important. On va faire en fait intervenir. On va graver le cerveau mammifère essentiellement, et non plus le néocortex qui lui va être content. Ouais, je l'ai fait. Regarde, ça passe. Ben oui, ça passe dans un certain contexte. Mais le mammifère, lui, il a rien pris. Et lui, bon, il faut vraiment le caresser dans le sens du poil pour qu'il accepte des suggestions, hein, sans parler du reptile. Hein. Mais voilà. Donc, dans Stratégie martiale, j'explique comment fonctionne le cerveau humain, c'est-à-dire les 3 cerveaux qui cohabitent ensemble. Et justement, ça permet de placer le décor pour comprendre après pourquoi certaines personnes ont réussi, les grands commandants ont réussi des choses. Pourquoi ça marche, pourquoi ça fonctionne pas. Il faut déjà comprendre comment fonctionne l'être humain. Voilà. Et Bruce Lee disait, si tu n'imprimes pas quelque chose sous haute tension émotionnelle, tu perds absolument ton temps. Donc, voilà. Donc ça, c'est important. Comment est-ce qu'on a une haute tension émotionnelle dans un travail à 2, dans un travail avec surprise, dans un travail où il y a un danger? Oui, s'il y a un danger, c'est ce que je disais tout à l'heure, automatiquement, je veux dire, mes sens sont décuplés, et là, je grave quelque chose. Voilà, j'ai beaucoup plus de chance. Voilà. Faire des répétitions dans le confort entre guillemets, ça marche pas. Donc il vaut mieux beaucoup moins de 0, mais le faire de manière vraiment précise. Dans quel but on le fait, et en trouvant toujours des façons différentes d'imprimer de manière qualitative. Voilà, ça fonctionne. Hein, parce que beaucoup voient que ils connaissent plein de choses, ils savent les faire à merveille, mais dès l'instant qu'ils rentrent dans un état émotionnel particulier, qui est évidemment le but numéro 1 d'un agresseur, te mettre dans un état de stress soudain, boum, c'est fini. Le computer, il est off. Après, ouais, ça dépend de quel contexte on parle. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de compétiteurs. Alors, on parle de sport, là, on ne parle pas de self-défense, mais de compétiteurs qui font moins, voire plus de sparring, qui font beaucoup de drills, mais alors des drills avec incertitude, si tu veux, mais pour préserver leur intégrité physique à l'entraînement, pour juste éventuellement, et ce qui n'est pas l'objectif, s'abîmer le jour du combat. Et pour donc pouvoir s'entraîner déjà sans se blesser toute l'année, se préserver physiquement, bien vieillir et tout ça, mais surtout, si t'es pas blessé, tu continues à progresser.
Tu vois, toi, t'avais dû Oui, t'arrêter oui. 1 an et demi. Oui, absolument. On Ça, peut c'est voir ça 1 an comme et ça. demi où Ouais, t'as ouais. pas pu progresser, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de... Il y avait notamment, tu vois, dans le MMA, cette culture pendant longtemps du no pain, no gain, de il faut y aller, les entraînements, c'est comme le combat, c'est ça qui te prépare et tout. Mhm. Et il y a ces dernières années de plus en plus de gros camps qui ont de super bons résultats, avec des gens qui disent bah, je fais plus de sparring, je fais des drills. Alors, c'est pas du drill bête et méchant, on répète sa technique en boucle comme ça, mais des exercices, on va dire quand même un peu avec des paramètres définis, avec un peu d'incertitude, mais où il n'y a pas un engagement physique, tu vois, de toujours Ouais, dangereux. trop important. Tu peux mettre de la vitesse et tout, mais tu vas... Bah, comme les Thaïs aussi font beaucoup, parce qu'ils combattent, la majorité combattent quasiment tous les week-ends, toutes les semaines. Donc leur entraînement de la semaine, il ne doit pas les casser parce que... Et ils font beaucoup de Et ils sparring aussi. Ben, ouais, mais du sparring Mais protégé. dans le trade, dans le jeu, tu vois. Tu regardes leurs entraînements. Celui qui est plus tout jeune et qui continue à combattre, dont tout le monde parle beaucoup, c'est Senshai, qui est vraiment... tu regardes s'entraîner, il est dans le jeu permanent. Et ils combattent même des fois sans protection parce qu'en fait, c'est à la touche, mais c'est tout dans le jeu. Donc il est en train de travailler que sa réactivité Oui, et parce il que s'amuse, donc il tente des trucs. Et mais c'est contact, lui, boum, ils sont pas réponse, tous et tout à ça, quoi. son image aussi. Hein. Ouais. C'est sa façon de Ouais. faire à lui. Hein. Oui, sa manière. Mais il y a quand même pas mal de tailles qui travaillent comme ça, qui tapent dur au sac et tout ça, qui travaillent leur puissance, tout ça. Mais quand ils font du sparring à deux, c'est dans le jeu, quoi. Et ils se préservent. Après, il faut trouver la façon qui fonctionne pour soi. Voilà. Celle qui est la plus payante. Ouais. Voilà. En essayant de ne pas s'abîmer, bien évidemment. Mais bon, les protections sont là pour ça. Hein. Aujourd'hui, Oui. on a des protections formidables. Donc, bon, Après, la tête, faut faire attention à son cerveau, quand même. Même avec des les protections, tu peux ne pas être blessé en surface, mais Ah oui, bien sûr. les impacts, ça, ils font pas du oui, bien. mais voilà, bon, à ce moment-là, on le sait. Hein, je veux Mm. dire, à ce moment-là, on change de sport aussi. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Hein. Moi, je sais que ça a été un élément important dans ma décision de raccrocher les gants. Hein. Voilà. Parce que, bon, j'en ai pris quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes, et je me disais, attention, le futur. Voilà. Après, c'est... Bon, Bah, surtout que c'est quelque chose qui se répare Question pas, de choix. malheureusement. Oui, C'est-à-dire absolument. que Oui, tu tout à casses fait. quelque chose, ça va se réparer. Ton cerveau, quand il commence à C'est ça. à Donc, déconner, ça, c'est il y a souvent c'est pas le de choix de retour en chacun. arrière, quoi. Donc c'est définitif et pour le coup, faut quand même. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est. Là, j'en parlais, j'ai vu ça l'autre jour. Vanderlei Silva, qui était, qui est pas mort, hein, mais qui est un combattant qui est réputé pour son agressivité et qui vient d'une école au Brésil, shoot box, qui est une école où chaque sparring c'est une guerre, c'est limite encore plus que le combat du jour J, quoi. Qui a fait les premiers jours c'est un vieux concept, voilà, ça, hein. les premiers jours du Vale Tudo aussi au Brésil, à main nue et tout ça. Bon, bah lui aujourd'hui, il dit j'étais à une conférence sur les traumas crâniens, sur les 10 symptômes, j'en ai 8. Et du coup, son quotidien est plus très marrant. Et il a décidé de donner son cerveau à la science quand il sera mort parce que il sait très bien que son cerveau il est dans un mauvais état, qu'il oublie plein de choses, qu'il s'énerve, il pète les plombs pour rien, que il a il arrive plus bien à dormir, tu vois, son quotidien et il a quoi, il a je sais pas, il a entre 45 et il a peut-être 45 ans, 46 ans, un truc comme ça. Tu vois, donc il est pas hyper vieux, quoi. Et maintenant, il a complètement du coup changé de discours en disant il faut dire aux jeunes combattants ne prenez pas de coups forts à l'entraînement parce que vous allez le payer et même si vous êtes passionné, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, quoi. Donc c'est vrai que moi, s'entraîner dur, il faut, tu vois, par exemple, l'autre fois, j'ai fait faire, c'était marrant, c'était marrant entre guillemets, j'ai fait faire dans mes cours collectifs simplement un exercice où on bloquait, on remisait sur un crochet, on a fait un travail technique, après je leur dis, maintenant... on se met en mouvement, on met des feintes, et celui qui met le crochet, il essaie de décrocher la tête de l'autre, quoi. C'est pleine puissance, pleine vitesse. Alors déjà, comme tu parlais de la notion de danger, d'un seul coup, la notion de danger, elle change, c'est plus l'autre. Même si des fois, il y en a, ils travaillent vite et un peu fort, tu vois, il n'y a pas toujours, quand tu dis, cette fois, je veux que derrière votre coup, il y ait la volonté de décrocher la tête de l'autre, quoi.
Et d'un seul coup, ton blocage, déjà, si t'es pas bien sur tes appuis, bam, tu te fais un peu secouer le cocotier, tu vois. Tu vois que d'un seul coup, tes appuis sont pas forcément stables. Là où, dès que tu sentais l'impact, il y avait une réponse immédiate. Boum, là, d'un seul coup, tu mets 3 secondes à répondre. Et ça commence... La technique est exactement la même, mais la mise en application change tout. Et puis, le fait de se dire... Tiens, il y a quelqu'un qui me donne toute sa puissance, dont je reçois le coup, je commence à sentir ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment me décrocher la tête. Et il y a eu aussi, ce que certains n'attendaient pas, la capacité à toi-même à voir ce que toi tu peux donner en essayant de frapper de toutes tes forces sur quelqu'un. Et il y en a qui étaient surpris dans le mauvais sens, dire en fait j'arrive pas à taper fort quoi. Tu vois, il y en a je leur disais non mais vas-y, et ils disaient je suis à fond. Et en fait ils découvraient que ils pensaient que peut-être... ils pouvaient mettre quelqu'un KO en frappant de toute leur force et en fait ils disent non en fait j'arrive pas à taper fort et puis tiens mon poignet il se place pas bien quand je veux mettre de toutes mes forces et ma technique elle se dégrade et machin et tout donc oui pour moi du full contact, voilà ça a un intérêt tu vois de faire mais quand même dans un cadre limité je trouve les risques d'accident et de prendre vraiment un coup pleine puissance dans la tête. Quoi. Mais c'est incontournable quand même, faut y aller. Après, on le dose, mais ça, c'est la qualité aussi de l'enseignant qui amène ces exercices-là à un moment donné. Mais c'est incontournable. Pour les éléments que tu viens de citer, c'est incontournable, absolument. Ça, effectivement, il y en a qui s'imaginent qu'en frappant une fois, l'autre, il va tomber. Non, pas du tout. Et puis, effectivement, les appuis, vas-y, frappe, je bloque. Tu bloques et puis tu dégages. Non, je pensais que tenir debout, non. Ouais. Voilà. Donc, si on n'est pas dans le plein contact, on n'a pas cette expérience-là. Et justement, il faut surtout pas l'avoir dehors. Ou il faut pas l'avoir le jour J non plus dans le ring. C'est déjà trop tard. Voilà. Donc, mais c'est vrai que de toute façon, la puissance d'impact de quelqu'un, ça va d'un seul coup te changer complètement la donne, tu vois. Il y en a un aussi qui est un Thaïlandais qui combat encore, mais Yotsen Klai, je crois qu'il est gaucher, qui a un middle... la jambe gauche qui est une vraie batte de baseball, son middle c'est le même que tout le monde techniquement. C'est juste que l'impact est tellement monstrueux et que les mecs en face en fait ils se font laminer, ils ont beau le bloquer, que ce soit le bloquer en levant la jambe, le bloquer avec les bras, essayer de l'éviter et tout, ils se font laminer, c'est une sorte de truc, tu t'y échappes pas en fait. Ils te cadrent et ils te l'envoient et les mecs ils terminent marqués complètement sur les flancs et tout. Et en fait, il a besoin que de ça. Alors, il gagne pas que avec ça, mais souvent, juste cette arme-là, c'est une telle menace. Et pourtant, c'est la technique, ils ont appris comment la défendre. Ils ont appris comment... Mais le fait d'avoir... ce soit si puissant, si explosif, ça change tout, quoi. C'est ça, c'est l'individu. Là, on est dans la qualité individuelle. Et par exemple, donc on sait que Bruce Lee, il accordait pas mal d'importance à la prépa physique aussi, quand même. C'était... Alors, c'est pas le seul, parce que les boxeurs en boxe anglaise, ça fait longtemps qu'ils se préparent quand même aussi physiquement et tout. Mais dans les arts martiaux, ça vient des arts martiaux quand même, c'est pas du sport de combat au départ, Bruce Lee quand même. Il fait un peu office de précurseur sur une sorte de prépa physique plus moderne, tu vois. Et toi, est-ce que donc, c'est quelque chose sur lequel tu t'es penché aussi par la suite ? C'est indispensable parce que c'est un élément qui constitue en fait la confiance qu'on va avoir. On sait que le combat peut durer. Voilà. On sait qu'on a la possibilité d'accélérer, peut-être que l'adversaire ne l'a pas. On souhaite qu'il ne l'ait pas. Donc on a absolument besoin de ça. Sinon on est dans le pari. On n'essaie pas sous casse. Voilà. Je sais que j'ai pas la condition, pour X raisons. Quand j'ai fait mon combat en Angleterre, j'avais pas la condition, j'avais attrapé froid. J'avais de la fièvre, j'étais pas du tout dans le coup. Voilà, donc il a fallu que je choisisse une stratégie en rapport avec les moyens que j'avais. Et ça, c'est essentiel à comprendre. On peut pas élaborer une stratégie alors qu'on n'a pas les moyens. On vient pas sur un champ de bataille avec la possibilité d'encercler l'adversaire si on est 25 000 personnes de moins. Bon, voilà. Donc ça, c'est très important de bien distinguer ces choses-là, d'avoir des priorités, et à partir de ce moment-là, on peut agir. Donc se pointer en combat sportif sans avoir une super condition physique, c'est pas sérieux déjà. C'est pas sérieux. Et c'est vrai que mentalement, je trouve que c'est un des pires trucs, c'est d'aller combattre et de se dire, j'ai pas la capacité de tenir, d'être sur la réserve parce que on est là en train de se dire, physiquement, je vais pas pouvoir tenir la route, donc faut pas que
Enfin, faut que j'aille, faut que je fasse attention, comment j'y vais, faut pas que je m'emporte, machin et tout. Voilà. Alors, Ça, c'est horrible, tu vois. C'est Tu ça. peux pas t'exprimer. Dans un combat sportif, à moins justement de tomber malade avec un voyage, etc., comme ça m'est arrivé, normalement, non, on fait vraiment, vraiment attention à ce genre de choses. En agression de rue, on va faire avec les moyens du bord parce que rien n'est prévu, ça te saute au visage, etc. Voilà. Donc, sur ce combat, justement, que je raconte dans le livre, je donne ma façon de voir les choses et la stratégie en fait que j'ai choisie avec les éléments que j'avais au matin du combat. Et c'était vraiment adapté à ma condition physique. Et le gars qui était en face, je savais ce que lui était capable de faire, surtout ce que moi je n'étais pas capable de faire. À partir de ce moment-là, j'ai tracé une ligne en disant voilà, je vais m'y prendre de telle et telle façon, je vais essayer de tenter ça. J'ai pas beaucoup de filets. Mais voilà, et donc là, je suis dans un plan stratégique. Après, l'idée, c'est justement de le conserver au fil du temps, avec des bémols, parce qu'on peut réajuster en fonction de ce qui se passe. Mais face à cet adversaire-là, justement, j'ai été obligé de rapidement neutraliser son jeu, parce que sinon, il m'aurait complètement dépouillé en un round, quoi. Voilà. Et dans le bouquin, tu parles donc vraiment uniquement de stratégie ou tu abordes un peu justement la prépa physique aussi Est-ce que tu parles de ton entraînement, comment tu te préparais ou c'est vraiment que sur de la stratégie non, parce que ça, j'en ai parlé plus dans les deux premiers tomes de Jeet Kune Do, l'épée gantée. Mais non, là c'est vraiment stratégie, manœuvre tactique. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait... Quelles sont les connaissances qui font une différence, voilà. Et qu'est-ce qui permet de les appliquer sous pression. D'accord. Donc dans un vrai combat. Qu'il soit dans une rue, qu'il soit sur une arène. Et donc tu parles des méthodes d'entraînement pour appliquer ces stratégies Non, des connaissances, beaucoup plus des connaissances. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut observer? Si par exemple je prends le chapitre renseignement et analyse, je donne 50 points à peu près d'observation. Qu'est-ce qu'il faut voir chez l'autre pour en tirer quoi? Quel enseignement, en fait. Donc, on est dans le renseignement. Donc, ce que je vais choisir de faire, pourquoi je vais le faire et quand est-ce que je vais le faire, va complètement dépendre de l'analyse. Et il est là, le travail cognitif, justement, de la stratégie. D'accord. Il faut absolument avoir cette capacité d'analyse, c'est-à-dire, encore une fois, d'être exécutant, mais en même temps observateur, de prendre des informations très rapidement. Il ne s'agit pas de développer une stratégie énorme, mais de prendre très rapidement des choses importantes, comme par exemple un retour en garde. Comment l'adversaire fait ses retours en garde. Quand il envoie jab cross, comment revient le cross? Est-ce que quand il fait un crochet, la main de l'autre côté est correctement placée? Quand il fait ses combinaisons, est-ce qu'il y a des temps morts entre les différents éléments? Plein de choses comme ça, donc environ 50 ou 60 points que l'on va voir en quelques secondes et qui vont dépeindre, en fait, qui vont donner un CV du gars. Parce qu'il y a deux choses pour moi. Stratégiquement, il y a deux choses. Deux axes principaux. Soit j'exploite ce qu'il m'offre, et ça dépend de ce que je suis capable d'observer, parce qu'il peut m'offrir plein de choses. Si mon œil n'est pas entraîné justement pour repérer ces choses-là, c'est comme s'il ne m'avait rien offert du tout. Et l'autre axe, en parallèle de ça, c'est qu'est-ce que je vais être capable de créer pour qu'il se mette dans des situations qui m'avantagent, moi, et pas lui. Voilà. Ouais. Donc, s'il y a deux rails à donner, ce serait ça. Donc, dans les deux cas, je suis toujours en observation sur les deux choses. Comment je peux jouer avec lui? Est-ce que ce que je tente, ça a une action sur lui? Est-ce que quand je vais faire une feinte, est-ce qu'il cligne des yeux? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il est complètement impassible? Alors ça peut vouloir dire qu'il l'a pas vu, ça peut vouloir dire qu'il a vu, mais justement il ne me donne aucune info au retour. Ça peut, voilà. Donc tout ça c'est super détaillé dans le bouquin. Donc qu'est-ce que je peux faire pour le bouger, pour l'amener à se dévoiler, parce que c'est vraiment essentiel pour moi, pour la suite. Ou alors, d'emblée, il m'offre des choses. C'est-à-dire que sa gestuelle n'est pas super pointue, n'est pas professionnelle, n'est pas... voilà. Je l'oblige à se déplacer. Ces déplacements, à la limite, il perd l'équilibre avec son propre déplacement. Voilà, toutes ces informations-là, je vais les exploiter. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un outil stratégique puissant, une attaque par invitation, une chose comme ça. Si déjà, dès le départ, il a ses retours en garde qui ne fonctionnent pas correctement. Ouais. S'il fait un appel quand il m'envoie une frappe, je sais que je vais pouvoir l'intercepter sur un seul temps. J'ai pas besoin d'aller chercher. Alors, donc, voilà. Il y a des priorités, il y a une espèce de
de distinction sur quelle est l'action la plus simple et la plus payante, mais vraiment la plus simple. Je vais engager mon processus cérébral le moins possible. Parce que moins je l'engage et plus je suis dans l'action. Donc je vais jouer un peu avec les deux. Mais pour certains, comme avec Cunningham ou d'autres, Pascal Leplat aussi bien sûr, là le cerveau il est obligé de travailler. Parce qu'il me pose des problèmes ce gars-là. Il ne me laisse pas d'ouverture, il enchaîne. Si je le laisse développer sa combinaison, je sais que ça va faire mal à la fin, donc il faut absolument que je l'interrompe en début de combinaison. L'idéal, ce serait même que je le pique avant qu'il la commence. Donc voilà, je les ai mes distinctions. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je décide de faire? Sachant que s'il me touche, il me fait mal. Donc le danger est là, mais il faut quand même que mon cerveau travaille, parce que si mon cerveau ne travaille pas, je vais subir. Et puis, le combat est terminé. Voilà. Ça, c'est vraiment combattre... J'avais inscrit mon deuxième tome 2, Jeet Kune Do, c'était comment vaincre plus fort que soi, mais c'est vraiment ça. Et pour moi, ce qui fait la différence, c'est le côté, justement, tactique et stratégique bien sûr. qui va apporter le moyen de faire une différence, surtout dans un combat déséquilibré. Donc, soit c'est 1 contre 3 dans la rue, soit c'est, tiens, je fais un sparring un petit peu dur et le gars, il est champion du monde, alors que moi, je ne le suis pas. Voilà. J'ai besoin de cet outil-là. Alors, s'il fonctionne sur des gens comme ça, avec ce type de déficit, il va fonctionner facilement entre guillemets, à niveau égal, en compétition, où on sait que l'adversaire est plus ou moins au même niveau. Voilà. Donc, ça permet, en fait, c'est l'élément qui va faire la différence, qui permet de se tailler une bonne réputation, parce que les combats ont vite fait de ne pas aller au bout, en fait. Donc, moi, en général, j'avais des KO, je faisais des KO au deuxième round, parce qu'il y avait un petit peu d'observation, je testais le gars, je regardais ce qui se passait, je le poussais dans l'orgueil aussi, je l'énervais, je le frustrais, il commençait à faire des erreurs. Au début du deuxième round, je réimplantais un schéma ou un décor, je dirais, qu'il avait plus ou moins identifié, et boum, je changeais de rythme, je changeais quelque chose, et puis voilà, le gars était planté. Donc, ça dépassait rarement le deuxième round. Mais bon... Comme au championnat de France, ça a été au 7e round, et puis j'ai pas trouvé la solution. Voilà. Donc, de toute façon, on peut pas trouver des solutions tout le temps. Il n'y a pas d'équation miracle non plus, il n'y a pas de formule. Voilà, il faut juste trouver quelque chose qui fonctionne pour soi. Il faut garder de la lucidité, quoi. C'est ça le plus dur. Moi, là, c'est marrant, ça me fait rire. Quand j'avais été là, chez Paulson la dernière fois m'entraîner, il y avait ça me fait un peu penser à ça, ce que tu me dis, c'est pour ça que je raconte ça. Il y avait un des coachs là-bas... Bon, à un moment, on faisait des sparring et tout, et je pense que c'est ça que tu appelles des attaques par invitation. Il m'invitait, en quelque sorte, à le frapper à la tête, il baissait sa garde, il mettait sa tête en avant, et en fait, pour moi, c'était trop gros, tu vois, parce que bon... C'est trop gros, ça. Moi, tu vois... Il n'y a plus faim, hein. Ouais, et puis, en fait, clairement, t'es là, je vois bien que c'est ça que tu veux que je fasse, donc je vais justement pas faire ça. Donc, je lui mettais des crosses au corps, je les shootais à chaque fois qu'il me faisait ça, machin... Lui, il était prêt à réagir, à faire une esquive, à me contrer. Je lui mettais des coups au corps, je lui mettais des low kicks et tout ça. Et à la fin, il a fini par s'énerver, en fait. Il était pas content. C'est bien, mais c'est l'arroseur arrosé, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est excellent. Et moi, je lui ai dit, non, mais tu me tends un piège, je le vois gros. Je lui ai dit, ton piège, je le vois trop gros. Pourquoi je vais mordre à l'hameçon? Je le vois. Donc, mais il faut avoir faut avoir un minimum de lucidité pour voir un piège qui est trop gros. Et puis c'est lui qui, au final, était pas un bon piégeur parce que son piège était trop gros. Voilà, exactement. Et puis on peut laisser croire aussi un piège qu'on a identifié, on peut laisser croire qu'on ne l'a pas identifié. Mais c'est le propre du pêcheur, en fait, qui doit mettre son hameçon sans que le poisson devine que c'est un hameçon. C'est ça, ouais. Voilà. Non, faut pas y aller non plus avec les deux gros sabots bien lourds. Je veux dire, c'est de la finesse, on est dans la stratégie. Mais pourtant, on le voit même à haut niveau dans les championnats du monde de MMA, de boxe et tout. Des mecs qui provoquent le garde en bas, mettre sa tête en avant. Et il y a peut-être aussi des fois, je pense que ça marche parce qu'il y a aussi une question d'ego et d'orgueil du mec en face qui dit « Ah ouais, il croit que je vais pas réussir à le toucher, machin. » Et qui prend quand même qui mord quand même l'hameçon. Oui. Pour une autre raison. Voilà. Par orgueil, quelque part, dire tiens, il veut faire le malin avec moi, je vais lui montrer qu'il faut pas faire le malin avec moi. Les gens qui pratiquent notre activité sont des gens orgueilleux, souvent. Hein. Donc, c'est assez facile de jouer là-dessus. Et moi, je me suis beaucoup amusé, justement, dans le livre, parce que
il y a des grands maîtres qui ont beaucoup joué avec ce genre de choses. Hein. Je pense à Rommel, notamment, sur la campagne d'Afrique de 1942. Il jouait beaucoup avec l'excès de confiance. Hein. Napoléon, on n'en parle même pas, à Austerlitz ou ailleurs. Bon, voilà, ce sont des maîtres comment dire, du psychotactique. Voilà. Donc, ils vont chatouiller le gars pour qu'il puisse réagir justement dans ce que souhaite. C'est-à-dire que je l'amène à faire ce qui m'intéresse, mais il n'en est même pas conscient. Voilà. Donc, ça, c'est très fin. Et c'est vraiment un outil stratégique essentiel. Il faut jouer avec ça. Bon, donc, je dévoile plein de façons de faire, en fait, hein, parce que c'est beaucoup d'applications aussi. Donc, je traduis directement, vous voyez, telle manœuvre dans cette bataille-là, et ben, dans un ring, en boxe, par exemple, ça représenterait ça. Est-ce qu'on peut extrapoler? Parce que, par exemple, il y a aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, tout ça, il y en a qui ont repris Lao Tse, ou dans le quotidien, la manière de gérer des conflits, les gens qui ont un business, tout ça. Est-ce que dans stratégie martiale, les stratégies, on pourrait les extrapoler à autre chose que du dans combat? les sphères de la vie de tous les jours, absolument. Le rapport entre les personnes au sein d'une entreprise, absolument. Des développements de management, des développements économiques, Ouais, voilà. dans le management, voilà, justement, je sais Absolument, que... oui. Oui, les Japonais l'ont fait l'art avec de la Musashi, guerre, hein. tout ça. Ouais. Oui, absolument, oui. Tout à fait. Bah, c'est l'art de la guerre. Donc, c'est Sun Tzu, c'est Musashi, c'est Clausewitz, c'est Nicolas Machiavel, voilà. C'est d'une richesse. C'est fantastique. On n'a pas idée. Ouais. La seule chose, c'est que les gens ne voyaient pas le lien, en fait, entre l'art de la guerre. On est sur un champ de bataille, on est 73 000, ils sont 95 000, et puis deux personnes qui se rencontrent pour un match de kickboxing au milieu d'un ring. Ouais. Il est où le pont, là? Il est où le lien? Bah, le lien, il est là. En fait, voilà, c'est l'art de la guerre. Stratégie martiale, c'est la vision, en fait, globale. C'est les arts martiaux, c'est les sports de combat, c'est tout l'art, en fait, guerrier, mais dans la vision globale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les clivages, on n'est plus dans les batailles de chapelle, parce que ça s'est développé à droite, à gauche, on a développé tel aspect, les autres, c'est les points, ça, c'est la sensibilité, et les autres, ça va être le coup de pied, etc. Ok. Mais là, l'idée, j'ai redonné, en fait, une vision globale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut connaître et quel est le savoir-faire pour être efficace en défense. Qu'est-ce qu'il faut connaître et qu'est-ce qu'il faut développer en savoir-faire pour être efficace en attaque. Qu'est-ce qu'il faut connaître et savoir-faire pour la contre-attaque. Je les passe tous les uns après les autres. Parce que le dénominateur commun, c'est l'être humain. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on est vraiment dans l'art de la guerre. Autrement dit, c'est la voie de la stratégie de Musashi. C'est le Jeet Kune Do de Bruce Lee. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu, de Napoléon Bonaparte, de Clausewitz, de Nicolas Machiavel. Voilà. C'est la vision globale de tous ces gens-là, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont réhabilité? Je dirais, c'est la photo complète. Voilà. On n'est plus dans un élément. C'est-à-dire qu'on est face à un adversaire, il faut le vaincre. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas une façon de tordre des règlements sportifs, par exemple. C'est juste un autre état d'esprit, une autre façon de voir les choses et une autre façon de penser. Et de ne pas avoir une seule voie ou une seule approche, parce que non, chaque personne justement. peut poser des problèmes différents et Exactement. certaines solutions vont fonctionner, ne fonctionneront pas avec d'autres. Donc si tu es limité dans tes stratégies, en quelque sorte, que tu n'as qu'une ou deux stratégies, bah, tu peux vite te heurter un mur. Oui, moi j'appelle ça une trousse à outils. On vient avec une trousse à outils. C'est comme disait Maslow, si on n'a qu'un marteau, bah, tous les problèmes sont des clous. Ouais, sauf que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il faut avoir la capacité de distinguer quel est l'outil qui va être le plus approprié justement à la situation. Donc on est obligé de développer un ensemble de choses. C'est pour ça que ça m'a pris 9 ans quand même pour écrire ça, parce que je suis allé en fait supporter ce que j'avançais, ce que j'ai fait moi-même, l'utilisation de la stratégie il y a 30 ans.
Et puis, je suis allé chercher le support de 24 siècles, en fait, à travers 40 commandants, qui, eux, ont fait des choses absolument extraordinaires dans des conditions, dans des situations épouvantables. Voilà, donc j'ai appuyé, en fait, ce que je disais, mais l'objectif, c'était justement de se dire, un combat, c'est l'art de la guerre. C'est pas, on n'est pas... On n'est pas dans des éléments disparates, je veux dire, des pièces de puzzle. On est dans l'image globale. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que je tenais ça à cœur. Et en même temps, je voulais que ça réponde à un certain besoin, parce que je vois aujourd'hui, 30 ans après, que les gens ne s'intéressent pas plus vraiment à la stratégie. Ça ne s'est pas vraiment développé. À part quelques-uns, on a pu voir des choses intelligentes, mais pas vraiment. Et je trouve que ça ferait vraiment une différence. Aujourd'hui, alors que les combattants de MMA ou autre chose, ils ont une super condition physique, ça ne peut pas être mieux que ça. Ce sont des athlètes confirmés. Ils connaissent tous les mêmes techniques. Je veux dire, ils sont hyper performants. Donc, la différence, c'est justement, qu'est-ce qui va faire la différence? Voilà. C'est qu'il y a des stratégies, stratégies, de connaissance. Mais c'est souvent des stratégies relativement basiques. Quoi. Oui, ce sont des doctrines de base. Oui. Ouais, mais après, il y en a qui sont il y a des coachs qui sont réputés, comme Greg Jackson, même Firas Zahabi, qui est le coach de Georges Saint-Pierre, pour être des très bons stratèges. Ils mettent en place des game plans, mais qui sont relativement simples. C'est souvent identifier un défaut ou une tendance de l'adversaire, un point faible, et exploiter ce point faible-là. Absolument. Donc, mais ça fonctionne. Par exemple, Georges Saint-Pierre, il était réputé pour être un peu le meilleur soldat qu'on puisse avoir, parce que lui, il arrivait avec sa stratégie dans la tête, et il l'appliquait à la perfection. Et comme souvent, son coach avait mis en place la bonne stratégie, et que lui, il avait la capacité physique de l'appliquer, il a gagné, il gagnait encore. C'est un duo intelligent. Mais on n'est pas peut-être dans le niveau de sophistication que toi tu proposes, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je propose en fait à tout niveau. C'est-à-dire que je suis parti en me disant, ok, la jeune femme qui veut sortir le soir tranquille, elle veut pas se faire emmerder, ok, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de distinction extrêmement simple. Voilà. Donc je pars de là. Et en même temps, le combattant certifié du UFC, je veux aussi pouvoir lui apporter quelque chose. Donc j'ai ratissé vraiment large. Donc je suis rentré extrêmement, de manière très pointue dans plein de choses. Tout le monde peut y trouver quelque chose. Ouais, sans problème. Parce que c'est immense, je dirais. Il y a 120 principes guerriers. Donc c'est... J'ai même fait un index à la fin pour la personne qui va lire et qui ensuite va se dire, tiens, ça m'intéresse. Ne pas éduquer l'adversaire ou ne pas faire qu'il devine ce que j'ai envie de faire ou n'importe quoi. Il va le retrouver. Il va revenir sur les passages précis. Directement, voilà. Donc, voilà, ça a été un travail assez long. Pour faire et donc là, ça y est, le bouquin, il est sorti, il est disponible? Il est disponible, oui, depuis le 9 janvier. 9 janvier. En fait, donc on le trouve partout. Ouais. On peut le commander sur Internet aussi ou pas? Oui, bien sûr. Amazon.fr. Et puis il est évidemment à la Fnac, dans les grandes librairies. Il est partout en France. Je sais que courant février, il va sortir également en Outre-mer, au Québec aussi, bien sûr. Oui, j'allais te demander, toi qui vis maintenant là-bas depuis longtemps. Ils l'attendent avec impatience. Oui. Donc voilà, il y a un délai, mais bon, je pense que ça va se faire ce mois-ci. Et puis voilà, beaucoup la francophonie en fait. Ok. Je mettrai un lien pour les gens que ça intéresse, mais je vous encourage à prendre le livre. Ça va regorger vraiment de choses hyper intéressantes. Et puis, c'est un livre assez conséquent, mais justement sur lequel on va pouvoir revenir régulièrement et choisir aussi les passages dont on aura peut-être le plus besoin à un instant T. Oui. Quand c'est dense comme ça, je pense que la bonne approche, c'est de faire d'abord une première lecture pour... un petit peu s'imprégner du contenu, tout ça, mais on va pas pouvoir tout retenir. Et puis de revenir ensuite après sur des passages particuliers. Quoi. Ça va dépendre. Comme je disais, là, une personne qui cherche quelque chose de particulier, qui par exemple s'est heurtée à un problème à l'entraînement, par exemple, elle va être capable de le formuler en disant tiens, c'est telle chose, c'est tel principe. Si elle va à l'arrière, probablement elle va retrouver le principe. Donc elle aura directement un exemple ciblé. Parce qu'au niveau de la structure,
J'ai fait le processus inverse. En fait, c'est un livre d'arts martiaux, c'est pas un livre d'histoire, mais j'ai commencé par un récit historique, en fait, en dégageant en titre des principes fondamentaux, donc des principes directeurs. Tout de suite derrière le récit historique, je dégage en fait une analyse qui me permet de sortir le fond, le côté humain, et puis voilà, une analyse assez profonde quand même. Et tout de suite derrière, il y a le transfert. Donc transfert soit dans le monde de la survie, soit dans le monde sportif. Voilà. Donc il est fait comme ça. Ça veut dire qu'il amène, au premier lieu, il amène la personne dans le récit historique. Alors que la demande de la personne, évidemment, c'est les arts martiaux. Ce sont des solutions martiales, je dirais. Voilà. Mais je l'ai pris dans l'autre sens pour justement amener un regard différent, un éclairage nouveau, plutôt que d'aller directement sur ce que la personne veut. Voilà, à la limite, c'est un petit peu trop avec des œillères. Donc j'ai voulu ouvrir, et puis ça ouvre plein de perspectives, en fait. Parce que c'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'avec ce genre de livre, ça t'ouvre... Bon, c'est ma phrase un peu de garder l'esprit ouvert, mais ça t'ouvre l'esprit à une autre manière de penser. Et du coup, souvent, après, en fait, c'est comme si ça t'ouvrait les yeux sur quelque chose de nouveau que tu n'avais pas pensé, qu'on pouvait voir les choses de cette manière-là. Et après, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire que ça va vite, je pense. Ça peut vraiment changer ta manière à toi de voir les choses. Et en tant que pratiquant, ça te permet de faire un bond souvent en avant en termes de niveau, mais de compréhension et tout ça, de capacité, sans pour autant avoir fait 10 ans d'entraînement en plus, tu vois. C'est-à-dire parce que d'un seul coup, tu réalises que, ah ouais, en fait, je regardais les choses sous cet angle-là, mais je peux les voir sous plein d'autres angles, et tu gagnes en richesse très rapidement, quoi. Donc, et en compréhension de ce qu'on fait, et puis voilà, sur l'interprétation aussi de ce qu'on a... Comment on peut vivre certaines choses, certains entraînements, et voilà. Bon, bah écoute, super. Bah, moi, ça m'a fait plaisir de discuter de tout ça avec toi. Oui, moi aussi, écoute, très intéressant. Et très agréable, voilà, je vais bouquiner, passer du temps sur ce livre, je pense, parce que y a des choses qui m'ont l'air vraiment hyper intéressantes dedans. Oui, mais c'est ça. Ouais. Surtout le départ, là où les choses sont plantées, comment fonctionnent les cerveaux, se créer soi-même, qu'est-ce que c'est que l'art guerrier, voilà, en plantant vraiment des éléments de base qui vont ensuite permettre justement de bien aborder la suite. Parce que la suite est dense, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi des prises de position au niveau martial. Je partage mon vécu, donc ça, c'est important. Mais aussi au niveau de l'histoire. Je ne suis pas l'histoire officielle dans bien des cas. D'accord. Et donc, je dis pourquoi, parce que c'est important aussi de réhabiliter certains qui, malheureusement, ont une mauvaise réputation, à tort. D'accord. Voilà, je pense à Vercingétorix notamment, qui a réussi une année stratégique de 52 avant Jésus-Christ absolument extraordinaire, puisqu'il a piégé Jules César et c'est le seul à l'avoir fait. Voilà, donc enfin, bon. C'est le concept, moi, que j'aime bien de dire, c'est marcher sur les épaules des géants. C'est-à-dire que tu t'élèves par ce qu'ont accompli les autres, et qui sont des géants, et toi, tu marches sur leurs épaules... avec eux, et j'aime bien cette image-là, en fait. Et donc là, à travers tous ces grands stratèges et tout, c'est ce que tu proposes dans ton livre. Oui. Et les deux questions de fond, c'est vraiment ça. C'est est-ce que leurs connaissances, on peut se les approprier? Bon, est-ce qu'elles sont utiles? On le sait. Est-ce qu'on peut se les approprier, et est-ce qu'on est capable de les restituer? Est-ce qu'on est capable de les appliquer sous pression? Voilà, ce sont les deux grandes questions du bouquin. Autrement dit, est-ce que c'est utile pour moi de savoir tout ça? Voilà. Est-ce que je peux l'apprendre, ou est-ce que ça reste simplement une connaissance pour discuter entre amis, ou alors est-ce qu'effectivement ça peut m'être utile réellement? Et bon, je pense l'avoir démontré, oui. Ok, bah super, on finit sur ça. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur toi, est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux ou pas? Toi, pas trop, non? Oui, si, oui, beaucoup. Facebook, essentiellement. Okay. Je mettrai tous les liens alors dans la description pour les gens qui veulent te suivre. Tout à fait. Tu me donneras tout ça. Oui. Il y a 2 autres livres qui ont précédé celui-ci, et puis on avait fait des vidéos aussi. On a fait deux belles vidéos, voilà, absolument. Oui. Et puis je suis là en ce moment, justement,
pour en fait des stages, les gens à qui ça plairait et qui veulent justement avoir peut-être des compléments d'information. Je peux diriger des cours. D'accord. J'ai aussi des cours spécifiques sur tout Ouais. ce qui est justement stratégie combative, bien évidemment. Et et conférences, etc. Enfin, bon, je suis là pour ça, quoi. Ça marche. Je laisserai toutes les infos pour les gens qui ont besoin de te contacter, qui veulent te suivre et en savoir plus. Même si on a déjà dit pas mal de choses. Il y a le bouquin qui va en dire beaucoup aussi. Mais on peut en vouloir encore plus. Oui. En tout cas, Pour les écoute, affamés. merci. Merci Alain. Et puis, Merci Greg, merci beaucoup à toi. j'espère dans moins longtemps que la fois précédente. Oui. Non, mais je vais revenir de plus en plus en France. Ça marche. Oui, Ok, oui. super. Merci. Merci à toi. Merci.